Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de présentation donc, des appels à projets 2023 donc, dédiés à l'innovation collaborative. Donc, c'est un webinaire sous forme d'atelier, hein, comme on a l'habitude de le faire avec les pôles de compétitivité bretons tous les ans depuis maintenant quelques années. Alors, d'ordinaire, on le focalise un petit peu sur un appel à projet qui s'appelle Innovation collaborative au croisement des filières. Et là, on s'est décidé cette année à l'élargir un petit peu donc à 3 appels à projets. Donc, que sont donc Innovation au croisement des filières, évidemment, IDEMO régionalisé et IDEMO national. Voilà, donc c'est le premier atelier. Il y en aura un second, donc mardi prochain, 31 janvier, même horaire. Donc pour le sommaire, on va commencer par vous présenter un petit peu le cadre donc de ces appels à projets. Ensuite, on se permettra de se présenter donc les sept pôles de compétitivité, donc avec mes collègues qui sont connectés, ainsi qu'un représentant des 7 technopoles de Bretagne. Donc technopoles qui nous accompagnent pour tout ce qui est management de l'innovation sur le territoire. Ensuite, on présentera donc la Innovation collaborative au croisement des filières. Cette présentation sera suivie d'une success stories, donc le projet UV for Life. Ensuite, nous présenterons donc la IDEMO régionalisée, suivie de IDEMO donc national. Et ensuite, nous aurons une session de pitch, donc aussi bien des pitchs de compétences que des pitchs de projets donc, qui ont été proposés et sélectionnés donc, par des entreprises du territoire. Voilà, donc un tout petit peu de cadre, donc voilà, ces appels à projets, notamment le premier, donc innovation collaborative au croisement des filières, s'inscrit vraiment dans la stratégie régionale pour la recherche et l'innovation, donc la S3, donc qui a été votée pour la période 2021-2027 et qui regroupe 5 grands domaines d'innovation stratégique pour la Bretagne, que sont l'économie maritime pour une croissance bleue, l'économie alimentaire du bien manger pour tous, l'économie numérique sécurisée et responsable, l'économie de la santé et du bien-être pour une meilleure qualité de vie et l'économie de l'industrie pour une production intelligente. Et vous allez voir que ça recoupe quasi parfaitement les thématiques qui sont portées par les feuilles de route des pôles de compétitivité bretons. Et à cela, vous pouvez ajouter 3 axes transversaux que sont les transitions numériques et industrielles, les transitions écologiques et environnementales et les transitions sociales et citoyennes. Donc, vous retrouvez ça sous forme de schéma, donc ici, avec notamment quelques thématiques qui sont importantes. Par exemple, si on prend l'économie de la santé, vous allez avoir les technologies pour la santé, les biothérapies innovantes, la prévention, la nutrition, l'handicap, le bien vieillir et la cosmétique. Voilà, donc vous retrouvez un petit peu toutes les thématiques. Là, j'en ai pris une au hasard et je n'ai pas pris le maritime, sachant que je suis le pôle mer. Voilà. Ensuite, donc on a présenté donc les 3 appels à projets donc sous forme de tableau récapitulatif. Vous voyez que nous avons donc mis en relation le niveau de donc la technology readiness level, donc le niveau de maturité des projets avec les budgets associés donc aux appels à projets. Donc vous voyez qu'on arrive donc si on parle de raquettes de financement de l'innovation, là on arrive à couvrir quasiment l'intégralité de la raquette. Donc on va sur des projets qui peuvent démarrer à 500 000 € jusqu'à 1 million d'euros, donc avec des TRL qui peuvent atteindre 6, par exemple, au niveau de l'AP croisement de filière. Ensuite, on va avoir IDEMO régionalisé où on sera sur des budgets entre 1 et 4 millions d'euros. Et ensuite, on sera sur le IDEMO où là, on sera vraiment sur de gros projets d'innovation, donc au-delà de 4 millions d'euros. Donc voilà, avec les financeurs qui sont au niveau régional jusqu'au niveau européen. Donc voilà sur les 3 guichets. Donc voilà, on va passer à la présentation des pôles de compétitivité. Donc, et je vais donner la parole à Aude Breton de... Pas du tout. Je vais d'abord parler du rôle des pôles. Donc, le rôle des pôles au niveau de l'accompagnement sur ces appels à projets, donc c'est évidemment de réceptionner, donc notamment pour le premier guichet dédié à l'innovation collaborative au croisement des filières de la région Bretagne. Donc là, nous, on réceptionne les pré-dossiers et on a pour mission confiée par la région de les relire avant le dépôt donc, à la région. Donc, on a un rôle assez important. On a une quinzaine de jours donc, pour vérifier que les dossiers sont notamment éligibles. Donc, on va vérifier la capacité financière des entreprises, leur capacité à gérer du projet collaboratif, leur niveau de fonds propres, etc. Et puis évidemment, si l'innovation portée dans les dossiers est suffisante pour être soumise à la région.
Ensuite, évidemment, notre rôle premier, et c'est notre cœur de métier, c'est de mettre en réseau les acteurs de l'innovation et notamment de mettre en relation les entreprises avec le monde de la recherche. Ensuite, on va évidemment aider les consortiums à structurer les projets et on va les conseiller au niveau du montage, donc que ce soit de manière vraiment technique sur la partie innovation suivant les pôles et évidemment financière et plus administrative, donc sur la complétude des dossiers. Ensuite, il est demandé donc sur les 3 guichets un label des pôles de compétitivité. Donc là, vraiment, on nous demande de s'assurer de la qualité technique au niveau notamment de l'innovation des projets. Donc il faut que nous, notre label atteste de cette maturité technique et de la faisabilité des projets. Donc du point de vue de l'innovation. Et enfin, on va pouvoir vous proposer des experts sur vos projets pour vous challenger, pour faire en sorte que vos projets mûrissent ou voilà, leur apporter peut-être une vision complémentaire qui permettra de faire en sorte qu'il soit encore mieux après être passé entre les mains d'un pôle de compétitivité. Donc voilà en quoi on peut vous aider sur cet accompagnement au niveau des projets collaboratifs. Donc là, vous avez l'ensemble des contacts sur les pôles de compétitivité bretons. Donc, on est 7 et on va prendre la parole là, les uns après les autres donc, pour présenter nos pôles et se présenter nous-mêmes. Donc voilà, mais étant donné qu'on partagera les slides à la fin du webinaire, voilà, vous aurez nos contacts téléphoniques et mails sur cette slide. Voilà, donc il sera facile de nous contacter. Et maintenant, je passe la parole à Aude pour la présentation d'Atlampol Biothérapie. Merci Anaïs, bonjour à tous. Donc Aude Breton, moi je représente Atlampol Biothérapie qui est le pôle de compétitivité en santé dans l'Ouest, donc qui couvre 3 régions, les Pays de la Loire, le Centre-Val de Loire et la Bretagne. Et donc qui a des relais territoriaux et donc en Bretagne, il s'agit de Biotech Santé Bretagne. Atlampol Biothérapie, c'est un réseau de plus de 230 membres, donc principalement PME, ETI et aussi organismes et laboratoires de recherche, avec plus de 860 projets labellisés depuis sa création et qui, depuis cette année, s'est réorienté sur 4 axes thématiques, 4 axes stratégiques pour accompagner vos projets qui sont biotech pharma, les technologies médicales innovantes, la santé numérique et la stratégie de prévention des maladies, qu'elles soient transmissibles ou non transmissibles. Et je passe la main à la personne suivante. Oui, et ce sera Marie-Christine Lancien donc pour EMC2. Merci Aude et Anaïs. Donc, Marie-Christine Lancien, je suis chargée de projet au sein du pôle EMC2. Donc, c'est le pôle européen des technologies de fabrication. Historiquement, donc, le siège basé à Nantes, donc, puisque le pôle a été constitué, a été impulsé par 5 industriels en Pays de la Loire, Airbus, Autochâssis International, filiale de Renault, Beneteau, Chantier de l'Atlantique et Naval Group. Donc, le pôle aujourd'hui rassemble une communauté de 403 adhérents fin 2022, dont plus de 50% sont des PME. Donc, les marchés visés sont plutôt transverses, donc, que ce soit le naval, l'aéronautique, mais également les énergies. Donc, la feuille de route, les projets que l'on accompagne, donc s'appuie effectivement sur notre feuille de route, qui vise à donc, produire mieux, donc des enjeux autour de la performance industrielle, qu'il s'agisse des matériaux, des nouveaux matériaux, des nouveaux assemblages de matériaux, mais également des procédés avancés, la maîtrise et l'amélioration de la qualité des produits, ou encore l'automatisation, la flexibilité des systèmes productifs. Produire plus propre, donc on est sur donc des émissions de CO2 et énergétiques moindres visées par l'Europe. Donc on va effectivement viser tout ce qui est allègement des structures, mais également économie circulaire dans l'industrie ou encore efficacité énergétique, donc visant une industrie durable et décarbonée. Le produire connecté, industrie numérique, va concerner tout ce qui touche les systèmes cyberphysiques et connectés, la gestion, la valorisation de la donnée, le jumeau numérique. Le produire ensemble, l'humain au cœur de l'industrie, donc ça va concerner des sujets autour de l'assistance à l'opérateur, mais également l'évolution des compétences et des savoir-faire,
et des nouvelles méthodologies et pratiques collaboratives. Et enfin, donc, un nouveau domaine d'activité stratégique qui est le produit local, donc pour une industrie collaborative, solidaire et souveraine, qui vont donc, du coup, concerner tout ce qui est symbiose industrielle, les synergies interentreprises, ou encore des plateformes collaboratives et mutualisation de biens et de services, ou encore des nouveaux modèles d'affaires et des chaînes de valeur résilientes. Voilà. Donc, je vais maintenant passer la parole à Pierre, je crois. Oui, c'est Pierre Servel pour ID4 Mobility. Merci. Bonjour à tous. Donc, Pierre Servel, je suis chef de projet donc, au pôle ID4 Mobility. Notre pôle, nous, on s'adresse à toute l'industrie de la mobilité terrestre. Voilà, donc on couvre 3 régions, la Bretagne, les Pays de Loire et puis la Nouvelle-Aquitaine. J'ai mis, comme tous mes collègues, quelques chiffres pour que vous puissiez voir un peu le périmètre du pôle. On a 400 membres, on a labellisé 400 projets et on a accompagné 200 transformations dans ce qu'on appelle, nous, l'industrie de croissance. Pour vous parler un peu plus concrètement de ce que fait le pôle et un peu l'objet, c'est que nous, on va s'adresser à tout ce qui est l'industrie de la mobilité, les véhicules, les infrastructures de transport et tout ce qui est services. Et ces activités-là, on va les animer à travers des communautés. Alors, c'est les petits cercles sur la slide. Alors, quand on parle de communauté, c'est la logistique, les engins off-road, les transports de personnes, les véhicules spécifiques. Voilà, donc ça nous permet d'avoir une vision un peu 360 de nos membres. La petite nouveauté que je vais souligner dans cette courte présentation, c'est que le pôle a dernièrement changé de nom. Donc, on a une nouvelle identité, on a un nouveau nom. Donc, comme je l'ai dit en introduction, c'est ID4 Mobility. Et les 2 raisons qui ont un peu impulsé cette nouvelle ambition, c'est qu'on souhaite accompagner plus fortement la transition énergétique et environnementale pour que les acteurs de la mobilité soient force de proposition pour proposer des nouveaux produits, des nouveaux procédés pour décarboner l'industrie, avoir des produits plus sobre en énergie. Et donc, du coup, cette ambition, elle se traduit par ce nouveau nom. Et puis, comme je vous l'ai dit, un nouveau mode d'accompagnement de nos membres à travers ces nouveaux services et communautés. Voilà. Merci beaucoup, Pierre. Et du coup, je passe la parole à Aude-Olivier Cadoret d'Images et Réseaux. Merci Anaïs. Donc effectivement, je représente le pôle Images et Réseaux, qui est le pôle de compétitivité référent du numérique en Bretagne et en Pays de la Loire. Vous voyez sur la carte, sur les 3 sites, puisqu'on a un site à Lannion, un à Rennes et un à Nantes. Donc nous, on accompagne les entreprises et les laboratoires de recherche dans le développement et le financement de solutions et produits numériques innovants. On intervient sur l'ensemble des domaines technologiques du numérique au service des usages également qui vous ont été présentés précédemment et qui vont suivre. Donc notre feuille de route comprend 6 domaines technologiques que sont la cybersécurité et la confiance numérique, les données et intelligence artificielle, réseau et infrastructure, la thématique IoT, application logicielle et intégration de solutions, photonique et quantique, et images, immersivité et jumeaux numériques, donc, avec tout ce qui concerne notamment les applications de réalité virtuelle augmentée, etc. Donc, au 31 décembre 2022, le pôle comptait un petit peu moins de 250 membres, dont une grande majorité de PME, ETI, avec également aussi, bien sûr, des grands groupes et des laboratoires académiques. Notre comité d'experts comprend 51 experts indépendants, dont les domaines de compétences correspondent à nos domaines technologiques, et aussi on a des experts usages qui ont rapport aussi avec le numérique responsable, puisque c'est un de nos grands axes, c'est l'axe transversal du pôle pour les 4 années à venir, pour permettre donc de financer, enfin de labelliser des projets souverains, soutenables et sécurisés. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Aude. Et du coup, je vais prendre la parole donc, pour le pôle mer Bretagne-Atlantique. Donc, le pôle mer, c'est l'animateur de l'innovation maritime donc, en Bretagne et en Pays de la Loire. Donc, on est présent sur les 2 régions. Donc, on compte donc à fin 2022 440 membres, dont 2 tiers de PME, donc qui sont autant de partenaires potentiels, donc aussi bien pour les PME, les groupes et les acteurs de la recherche. Voilà, donc nous, on accompagne donc les projets collaboratifs innovants donc, sur 6 domaines d'action stratégique que sont la défense, la sûreté, la sécurité maritime.
où on va avoir une grosse thématique autour de la souveraineté et de la cybersécurité notamment. Ensuite, nous avons le domaine d'action stratégique naval et nautisme, où là, ça tourne beaucoup en ce moment autour du green ship et du smart ship. Donc, ce sont vraiment les thématiques qui, voilà, j'allais dire qui ont le vent en poupe, mais c'était bien trouvé. Ensuite, nous avons les ressources énergétiques minières et marines, et ce qui est aujourd'hui minéral marine. Voilà, donc là, évidemment, tout ce qui est lié aux énergies marines renouvelables. Ensuite, les ressources biologiques marines. Donc là, on va avoir une partie sur les biotechnologies et l'autre sur la pêche et l'aquaculture. Ensuite, nous avons l'environnement et la valorisation du littoral. Donc là, on est vraiment sur une thématique assez large, avec notamment le suivi du trait de côte, la pollution, voilà, tout ce type de thématiques. Et ensuite, nous avons les ports, la logistique et le transport maritime, qui là concerne vraiment le pendant vraiment portuaire du smart ship et du green ship, donc qu'on appelle smart port et green port. Voilà, donc à fin 2022, nous avions labellisé 503 projets donc innovants, voilà, et puis en général, on arrive à en faire financer entre 75 et 80%. Donc voilà, si vous avez un projet maritime, n'hésitez pas. Et sur ce, je donne la parole à Gwen Weber de Valorial. Merci Anaïs. Moi, je vais prendre la parole pour présenter Valorial. Donc, Valorial, on est le pôle agroalimentaire en fait de l'ouest de la France, parce qu'on est présent à la fois donc, sur la Bretagne, les Pays de la Loire et la Normandie. On a des collègues qui sont présents à Caen et à Rouen, un collègue qui est présent à Quimper pour accompagner plus les entreprises du 29, un collègue qui est à Nantes pour les entreprises ligériennes, enfin les adhérents ligériens, excusez-moi, et puis le reste de l'équipe est basé à Rennes. Donc on est une vingtaine en tout pour accompagner en fait les entreprises qui vont vraiment comme vous pouvez le voir sur nos domaines d'innovation prioritaire, du champ à l'assiette. Donc on a à la fois des capacités d'accompagnement donc sur tout ce qui va être préserver les ressources naturelles et adapter aux productions, et les adapter aux productions climatiques. Développer les modes agroécologiques de production animale et végétale. Donc là, un petit peu plus, on descend la chaîne, on est plus sur la ferme du futur. Après, déployer des technologies pour l'excellence opérationnelle, donc des fermes et des usines, là, c'est sur les fermes et des usines 4.0. On descend encore un peu, on a un axe thématique, un domaine d'innovation prioritaire pardon, sur les valorisations de la ressource des coproduits et de la biomasse. Ensuite, on a un autre domaine d'innovation prioritaire qui est encore un peu plus en aval, qui est assurer une alimentation sûre, saine et durable. Donc là, tout ce qui va toucher à la nutrition santé animale ou humaine, la microbiologie, la qualité des aliments. Et puis enfin, on est aussi présent sur tout ce qui va être usage et services innovants autour du consommateur et toutes les innovations qui s'y rapportent. Notre réseau, en fait, il est rendu à peu près à 400 adhérents à fin 2022, dont 2 tiers d'industriels hein, qui sont du coup présents sur toute la chaîne de valeur de l'agroalimentaire et de l'agriculture, qui représente à peu près 5000 contacts et présents dans presque 900 structures, voilà, sur tout l'ouest de la France, mais aussi un petit peu sur toute la France, parce qu'on n'a pas des adhérents que de l'ouest. Nous aussi, on a accompagné pas mal de projets. Là, on en est rendu à 570 à fin 2022, ce qui représentait à peu près 1,4 milliard d'euros. Et à peu près pareil que le pôle mer juste avant, les projets qu'on accompagne, il y en a à peu près 80% qui sont financés. Et donc, nos 4 métiers principaux, comme vous pouvez le voir, c'est de faire du ressourcement et de connaissances pour nos adhérents, donc en leur apportant de la veille ciblée et scientifique, mettre en réseau rapidement et avec les bons contacts, donc des mises en réseau qualifiées afin de pouvoir lever les verrous que vous rencontrez dans vos entreprises ou vos structures, accroître la notoriété de nos adhérents aussi, donc que ce soit en France ou à l'international. Et puis enfin, le métier qui nous occupe ce matin, c'est conseiller en fait pour le montage de projet. Donc ça va de la recherche de partenaires jusqu'à l'écriture du projet avec le consortium ou l'adhérent et le dépôt, l'accompagnement au dépôt à des appels à projets. Et puis on a aussi un dernier service qu'on propose à nos adhérents, c'est des missions de conseil pour un peu structurer l'innovation, le management de l'innovation au sein de la structure. Voilà, merci. Merci Gwen. Et du coup, la parole est à Clémence pour VG Police Valais. Merci. Donc Clémence Monod, voilà, je suis localisée pour ma part à Saint-Paul-de-Léon. VG Police Valais, qui est un pôle de compétitivité sur le secteur du végétal, de l'amont à l'aval, avec des localisations du coup en Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire et Auvergne-Rhône-Alpes, sur la diagonale française. Et à peu près 600 membres aujourd'hui.
Et au niveau des axes d'innovation, on en a 3 sur la partie amont, avec l'innovation variétale, la performance des semences et des plants, la santé du végétal et, dernier temps, les nouvelles technologies et pratiques pour les systèmes de production. Et ensuite, il y en a sur la partie aval, le végétal pour l'alimentation humaine et animale, les agromatériaux et biotransformation, le végétal urbain et nutrition, prévention, santé, bien-être cosmétique, donc différents usages du végétal, on peut voir. Ensuite, on accompagne aussi, comme on peut le voir au niveau de la petite Marguerite, au niveau des leviers de performance, plutôt à ce moment-là liés à l'entreprise en elle-même. Donc voilà, sur la partie plutôt croissance de l'entreprise. Merci. Merci beaucoup Clémence. Du coup, il me semble qu'on a une porte-parole pour les technopoles de Bretagne. C'est Aude qui prend la parole. Oui, je vais Vas-y, Aude. je vais faire la présentation. Donc, effectivement, en Bretagne, et vous les connaissez peut-être déjà, on compte 7 technopoles. Donc, c'est facile, 7 pôles, 7 technopoles, qui sont maillés donc, sur le territoire breton, puisqu'on a la technopole brest-tiroise à Brest, la technopole Anticipa à Lannion, la technopole Inoz à Saint-Brieuc, la technopole Le Poul à Rennes et Saint-Malo, VIP à Vannes, Audelore à Lorient, et puis Technopole Quimper-Cornouailles à Quimper. Je peux passer à la slide suivante. Voilà. Donc, dans le cadre de ce croisement de filières, donc, les technopoles collaborent avec les pôles de compétitivité, notamment par leur proximité avec les différentes structures, leur proximité géographique, puisque parfois les technopoles suivent des structures qui, au cours de leur développement, alors qu'elles allaient plutôt sur des projets d'études de faisabilité, etc., vont plus aller sur du projet collaboratif. Donc, elles vont aider les structures notamment qu'elles suivent déjà à évaluer la stratégie financière et l'opportunité pour elles d'aller sur des projets collaboratifs. Donc, si vous êtes déjà suivi par une technopole, n'hésitez pas à leur parler de cet appel à projet, et les technopoles vous mettront en contact avec les pôles que nous sommes et que, voilà, dont vous venez d'avoir la présentation. On peut, dans certains cas, les technopoles peuvent dans certains cas aussi relire en collaboration avec les pôles votre dossier. Et là, nous, les pôles, on va vraiment intervenir sur la qualité du consortium, sur les perspectives post-projet aussi. Donc, voilà, si vous êtes déjà en contact avec une technopole, n'hésitez pas à leur parler de cet appel à projet-là. À ces appels à projet, puisqu'il y en aura plusieurs ce matin, et évaluer avec elles l'opportunité pour y aller. Mais par contre, si vous savez déjà vous avez déjà un projet, vous avez déjà votre thématique, etc., bien sûr, contactez-nous. Merci beaucoup, voilà. Aude. Merci. Et du coup, on va vous présenter le premier appel à projet, donc innovation au croisement des filières, et c'est Marie-Christine qui va se charger de vous le présenter. Voilà. Je passe, je suppose. Je mets son. Merci Anaïs. Effectivement, donc, le premier appel à projet qui démarre, donc c'est donc l'appel à projet innovation au croisement des filières, donc de la région de Bretagne, dans le cadre voilà, donc en fait il vise l'émergence effectivement de projets de recherche et développement collaboratif, donc qui vise la mise au point en fait de nouveaux produits, nouveaux services, nouveaux procédés innovants. Ce qui sera vraiment regardé en fait, c'est l'impact tant en termes de création d'activités qu'en termes de création d'emplois sur le territoire breton. Donc cet appel à projet vise à renforcer à la fois les synergies créer des synergies et renforcer les dynamiques entre les secteurs privés et publics de la recherche, et donc soutenir au croisement des filières régionales les innovations fortement porteuses de valeur, portées par des entreprises, donc plutôt PME et ETI en termes de porteurs. Alors, sur le slide suivant, Anaïs, s'il te plaît. Alors, on est effectivement sur des projets de recherche-développement collaboratif, donc qui sont structurants pour l'économie régionale, tant en termes de filières
régional qu'en termes de marché porteur et des relations collaboratives pérennes entre industrie, services et organismes de recherche. Le projet doit s'inscrire dans au moins 2 des 5 domaines d'innovation stratégique, y compris les axes transversaux de la stratégie régionale en région Bretagne que vous a présenté en préambule Anaïs tout à l'heure. Donc, le projet doit être porté par une PME ou une ETI bretonne et doit associer à minima une autre entreprise et les centres de recherche. Les entreprises en difficulté ne seront malheureusement pas éligibles. Donc, le projet doit être labellisé ou co-labellisé par un ou plusieurs pôles de compétitivité présents en Bretagne. Vous l'avez vu, donc, nous sommes 7 en région Bretagne. Et donc, le co-label sera obligatoire dès lors que le projet s'inscrira dans un domaine d'activité stratégique d'un autre pôle. Un refus de co-labellisation sera étudié au cas par cas. Les projets co-labellisés par plusieurs pôles présents en Bretagne seront bien évidemment privilégiés. Les critères de sélection sont classés par ordre de priorité. Le critère numéro 1, c'est vraiment le caractère structurant du projet au niveau régional et son impact sur le territoire. Le caractère innovant du projet vient en deuxième position. Ce qui sera également étudié, c'est la viabilité, le réalisme technique, économique et financier du projet. Les retombées économiques et technologiques directes, donc sous la forme de nouveaux produits, nouveaux procédés, nouveaux services et nouvelles technologies même d'être mises sur le marché à court terme, donc 3 ans après le début du projet. Ce qui sera également regardé, c'est la qualité du consortium et l'importance du poids des PME dans le projet. Ce qui sera également regardé, c'est la capacité à gérer des aides publiques, notamment européennes. Et la proportion de financement demandé par les centres de recherche sera en particulier étudiée, avec une limite de 40% de l'ensemble des aides sollicitées étant à respecter pour le centre de recherche. Une attention particulière sera regardée pour les projets qui s'inscrivent dans l'axe transversal de la S3, qu'il s'agit des transitions écologiques, sociales, numériques, industrielles. Bien évidemment, le dossier devra être complet et les entreprises qui avaient candidaté l'année dernière et étaient bénéficiaires et ont été financées ne seront malheureusement pas prioritaires sur cet appel à projet croisement de filière cette année. On est sur des budgets qui démarrent à 500 000 € jusqu'à 1 million d'euros. On est sur des durées de projet de 12 à 36 mois, sans dépassement possible. Les aides, ce sont des aides en subvention. Elle est calculée en appliquant un taux au total des dépenses éligibles. Donc, pour une entreprise PME, l'aide sera en subvention jusqu'à 45%, pour une ETI 30%, pour une grande entreprise 25%. Un complément d'aide jusqu'à 5% additionnel peut être apporté dans le cadre de la convention de partenariat que la région Bretagne a avec les EPCI. Pour les organismes de recherche et de diffusion des connaissances, l'aide sera jusqu'à 100% des coûts additionnels pour les centres de recherche publics. Jusqu'à 80% des coûts retenus pour les centres techniques qui sont considérés comme organismes de recherche dans le projet et inscrits dans une démarche régionale d'animation et de conseil en innovation intégrant le volet CPER 2021-2027. Donc, on est sur un cofinancement Région Bretagne, collectivités partenaires et fonds FEDER, aide européenne, le cas échéant. Alors, donc, concernant les dépenses éligibles, vous l'avez bien compris, il s'agit des dépenses de recherche et développement et les travaux qui seront réalisés en Bretagne, hors sous-traitance, qui seront financés. Donc, si on prend l'exemple pour une entreprise, il s'agira des dépenses de personnel de recherche et développement, sur lequel s'appliquera un taux forfaitaire de 40%, donc qui permettra de couvrir l'ensemble des autres dépenses du projet, donc à savoir des consommables, l'amortissement d'équipements, la sous-traitance et les frais de mission. Vous avez à l'écran un exemple donc, de l'entreprise Alpha qui engage effectivement 100 000 € de dépenses de personnel, donc pour financer des postes ingénieurs et techniciens, et donc sur lequel, effectivement, sur cette dépense de personnel, s'applique le coefficient forfaitaire de 40%, soit 40 000 €, donc sur un budget total éligible de 140 000 €. Donc ça, c'est côté entreprise. Maintenant, côté laboratoire, donc c'est pareil. Donc sur la slide suivante,
Les dépenses, donc on vise, donc les dépenses visées, c'est des dépenses de personnel de recherche et développement additionnelles, hein, ingénieurs de recherche, postdoc, également les consommables, la sous-traitance, dont prestations intellectuelles, donc concernant les laboratoires et les centres de recherche, donc un taux forfaitaire de 7% sera appliqué sur les autres dépenses qui ne devront pas être affichées sur l'annexe financière. Donc, ces autres dépenses sont par exemple l'amortissement d'équipement, la sous-traitance et les frais de mission. Et donc là, vous avez effectivement une illustration pour le centre Beta, effectivement, qui a 100 000 € de dépenses de personnel, donc sur lequel s'appliquent les 7% de dépenses directes, 7 000 €, donc pour un budget total de 107 000 €. Donc j'insiste bien, on est bien sur des dépenses de R&D et travaux qui sont réalisés en Bretagne. Sur la slide suivante, apparaît le calendrier. Donc, l'appel à projet a été lancé par la région en décembre 2022. Les dépôts des pré-dossiers sont attendus pour le 15 mars auprès des pôles. Donc, puis 15 jours plus tard auprès de la région. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour les pôles. On est là pour vous aider effectivement à identifier un partenaire, vous aider effectivement à relire le dossier. Un comité de présélection est organisé par la région Bretagne les 12 et 13 avril prochains, donc avec un comité en fait composé des membres de l'écosystème de l'innovation en région Bretagne. Une fois que le projet passe cette étape de présélection, les porteurs sont invités à aller plus loin dans la rédaction de l'annexe technique du projet. Et donc, avec un passage de labellisation par les pôles, donc entre fin avril, début mai jusqu'au 21 juin 2023, pour un dépôt finalisé auprès de la région le 6 juillet 2023. Les décisions de soutien et de conventionnement interviendront plutôt sur le second semestre 2023. Merci. Merci beaucoup Marie-Christine, c'est parfait. Et du coup, on va recevoir donc le porteur de UV for Life, donc projet accompagné dans le cadre de cet appel à projet qui va témoigner de son expérience. Bonjour. Bonjour, donc je m'appelle Julien Rouvillain, donc je travaille pour la société Oxus et donc je vais vous présenter le projet UV for Life. Donc la slide suivante, voilà. Donc le projet UV for Life, donc c'est un projet collaboratif, donc avec plusieurs partenaires. Donc je les citerai plus précisément plus tard, mais on peut déjà les citer. Donc il y a l'Institut Photon, l'INSERM, XBlue qui est devenu Exhale, et la société Oxus, donc Oxus dont je fais partie, Oxus étant le porteur du projet. Donc c'est un projet qui a débuté depuis maintenant pas loin de 3 ans, on arrive bientôt à la fin du projet. Et donc si on rappelle les objectifs du projet initiaux, les objectifs de projet initiaux, c'était donc développer des sources laser dans l'UV proche, donc des sources compactes, robustes, de faible consommation électrique, mais aussi développer des composants qui vont servir d'ailleurs à faire ces lasers, donc ce qu'on appelle des réseaux de Bragg, donc c'est des miroirs sélectifs autour de 375 nanomètres et 405 nanomètres. Donc là, ce développement a été réalisé donc, par Oxus et en partenariat donc, avec l'Institut Photon et donc la société XBlue qui a réalisé les réseaux de Bragg. Le deuxième grand objectif du projet, c'était donc d'évaluer l'amélioration de la spectroscopie Raman avec ses sources dites UV, donc sur des cellules et des bactéries. Donc je rappelle la spectroscopie Raman, ça consiste en quoi? C'est on vient isoler justement des cellules ou des bactéries avec de la lumière et on regarde la lumière qui va être diffusée pour analyser ces cellules et ces bactéries. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de cette spectroscopie Raman, on analyse très très finement la matière et plus on va descendre dans l'UV, en tout cas théoriquement, plus on va être potentiellement rapide, sensible et sélectif. C'était l'objet du projet. On voit sur la partie gauche l'équipement, un spectromètre Raman qui a servi à faire les analyses et en dessous quelques spectres que je ne vais pas expliciter, mais c'était pour illustrer. Donc, slide suivante.
Voilà. Et donc, le but ultime du projet, donc ça va même au-delà, je dirais, du projet, ce serait l'identification de la marge opératoire et notamment la caractérisation de types de tumeurs pour traitement personnalisé. Donc là, on voit sur la petite image, eh bien, on peut imaginer des cellules tumorales au niveau du cerveau. Et donc, avec un endoscope, par exemple, on viendrait insoler les cellules potentiellement cancéreuses et, je dirais, les identifier en temps réel et à la fin, justement, retirer uniquement les cellules cancéreuses et pas plus. Parce qu'on sait très bien que si on retire d'autres éléments du cerveau, ça peut être embêtant. Donc ça, c'est le but ultime au-delà du projet, je dirais, mais c'est sur quoi on a travaillé. Donc peut-être slide suivante. Oui, on peut passer à la slide suivante. Voilà. Et donc, je vais rappeler donc les partenaires. Donc l'Institut Photon, donc, qui est plutôt un partenaire académique, qui est basé à Lannion, et donc il a travaillé sur tout ce qui est, je dirais, caractérisation, et notamment tout ce qui est fonction optique pour les technologies de l'information en général. Donc voilà pour l'Institut Photon. XBlue, qui est devenu Excel, pour lui, c'est la conception et la fabrication de technologies avancées autonomes marines et photoniques. Et donc c'est XBlue qui a fait les FBG, les réseaux de Bragg. L'INSERM, donc, qui est dédié à la recherche biologique, médicale et à la santé, donc, qui a travaillé sur l'applicatif, et donc Oxus, nous, où on travaille nous, sur la conception et la fabrication de lasers pour les applications biophotoniques, métrologiques, spectroscopiques, et je dirais bien d'autres, parce qu'il y a beaucoup de marchés de niche. Et donc peut-être, vu qu'on arrive à la fin du projet, je fais juste un tout petit point technique, et ça peut être intéressant aussi de comprendre la problématique. Je parlerai du montage après. Donc, on arrive à la fin du projet et il y a donc un événement intéressant qui s'est produit, c'est que l'objectif de l'UV, finalement, il n'a pas démontré ses capacités, dans le sens où l'UV, il est très facilement absorbé par le vivant et on vient potentiellement détruire assez rapidement les échantillons. Donc, on s'attendait à avoir des choses plus rapides, plus sélectives, et finalement, eh bien, avec des lasers dans le domaine du visible, chose qui est déjà connue, finalement, on a des résultats meilleurs. Il n'empêche qu'on a il y a eu des études issues du projet qui ont permis, par exemple, pour des greffons hépatiques, de pouvoir anticiper le fait que le greffon va tenir dans le temps. Donc, associé à différents lasers, on a pu avancer sur cette étude. Donc, c'est intéressant parce que c'était un objectif du projet. On ne savait pas si ça allait, je dirais, aboutir, mais on est allé au bout, on a démontré les différentes choses. Voilà pour l'aspect technique. Donc, on peut revenir sur la suite. Voilà pour le montage du projet. Donc, pour le montage du projet, ce qui nous intéresse plutôt ici, donc, il faut dire que ce projet, c'est la suite du projet DeepBlue. Donc, le projet DeepBlue, eh bien, c'était un projet donc, labellisé par Image Réseau et le pôle mer. Et donc, on travaillait avec l'IFREMER, et c'était pour la détection de microplastiques dans les océans. Et donc, à la suite de ce projet, on s'est dit pourquoi ne pas descendre encore plus dans l'UV, d'où l'objet en tout cas, l'idée de ce projet. En termes de choix des partenaires, donc ça c'est un élément toujours très important pour le projet, et bien pour For Life, finalement, ça a été relativement simplifié dans le sens où une idée à la fin du projet de DeepBlue, d'utiliser des réseaux de Bragg, qui n'étaient pas forcément prévus au début du projet, eh bien émergé, et on a voulu le mettre en avant, et donc on a poursuivi le projet avec l'Institut Photon, qui était un partenaire, je dirais, simple à trouver, il était déjà présent dans le DeepBlue. Et on a ensuite bien sélectionné XBlue qui nous avait aidé en tant que sous-traitant dans le projet DeepBlue, qui est rentré dans ce projet UV for Life. Et il a fallu trouver donc l'applicatif, et donc ça a été avec l'INSERM et dans le domaine de la biologie. En termes de montage, eh bien effectivement, il est à rappeler qu'il faut bien réfléchir au planning et au budget. Ça paraît évident, mais je dirais que ce n'est pas anodin, parce que si on prévoit des jalons trop tôt, ça peut être gênant pour les différents partenaires. Et de la même façon, si on surestime, si on sous-estime, et ça peut arriver parfois, des budgets, eh bien ça peut être problématique. Donc ça, c'est un point à noter. C'est un projet technique et il faut effectivement identifier les points potentiellement bloquants. Donc ça, c'est un élément majeur. Et dans le projet UV for Life,
Il y en avait effectivement un, c'était le spectromètre Raman qu'on souhaitait utiliser. Eh bien, c'était un spectromètre qu'on devait louer à une société, à une petite société, qui malheureusement a présenté des défauts et il n'a pas pu être utilisé lors du projet. Et donc, il a fallu assez rapidement, au cours du projet, trouver une alternative. Et donc, on l'a trouvé par l'intermédiaire de la plateforme CIR à Rennes. Et on les en remercie. Mais voilà, c'était un point identifié au début du projet et il s'est avéré qu'on a eu des soucis là-dessus, donc c'est important de le noter. Et l'autre aspect, bien effectivement, c'est pas négligeable, c'est le support des pôles pour les différents aspects du montage du projet. Donc là, je ne sais pas si je l'ai cité tout à l'heure, mais donc pour le projet UV for Life, c'est Images et Réseaux qui nous a suivis et Atlampol Biothérapie. D'ailleurs, on réfléchit à une potentielle suite au projet. Et donc, avec Aude, notamment, eh bien, on réfléchit à un potentiel nouveau partenaire, je dirais, pour l'aspect applicatif plus proche des biologistes, enfin des chirurgiens et autres. Donc, c'est un point essentiel. Donc, slide suivante. Voilà. Et donc, je vais finir là-dessus. Quels sont finalement les facteurs de succès d'un projet et les points bloquants, les difficultés? J'en ai un peu cité précédemment, mais on va revenir là-dessus. Donc, les facteurs de succès, c'est évidemment le choix du consortium. Il faut bien choisir ses partenaires et bien connaître je dirais, les savoir-faire de chacun. Il peut y avoir des recouvrements parfois, mais par contre, il ne faut pas sous-estimer, je dirais, certaines je dirais, faculté des différents partenaires, parce que ça peut être venir à manquer lors du projet. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel. Ça peut, après, au-delà des partenaires, ça peut être identifié des sous-traitants, évidemment, qui vont aider. C'est aussi finalement un réseau. Dans le cadre du projet UV for Life, évidemment, je ne l'ai peut-être pas cité, mais XBlue et Photon et Oxus, on est sur le pôle à Lannion. Donc, on est tous dans un rayon de 2 km. Donc, c'est assez pratique quand même pour se voir et faire avancer les projets. Donc, ça, c'est pas négligeable. Autre point, c'est la taille de l'entreprise. Dans le cadre d'Oxus, on est une petite entreprise, hein, je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais on est une 60aine de personnes. Donc, ça reste, je dirais, à taille humaine. Et bon, l'intérêt, c'est que, voilà, en termes de connaissance de projet, eh bien, de par la petite structure, on a vite accès aux différents applicatifs et aussi aux aspects de production en interne, je dirais. Donc, c'est assez simple de bien comprendre les tenants et les aboutissants du projet. Et voilà, je rebondis là-dessus, c'est comprendre aussi les enjeux, c'est dans la même et aussi, le dernier point, connaître l'ensemble des composantes du projet, ça c'est aussi essentiel. Les points bloquants ou les difficultés qu'on pourrait noter, en tout cas dans notre domaine, c'est que finalement, en Bretagne, il y a beaucoup de fabricants de composants, de sous-systèmes, mais par contre, on manque parfois de systémiers. Donc, j'entends par là que pour la spectroscopie Raman, on a c'est un client, je dirais, qui achète nos lasers, qui s'appelle Oriba, mais qui n'est pas basé en Bretagne. Il n'y a pas d'équivalent en Bretagne. Et donc là, par exemple, ça peut parfois être un point bloquant, en sachant que dans le projet DeepBlue, si je me souviens bien, ils étaient présents en tant que sous-traitants, donc ça peut être une façon de voir les choses. Mais voilà, ça peut être un point bloquant dans le sens où on n'a pas la main sur toute la technique. Et donc, ça nécessite effectivement besoin d'adaptation, et c'est plus compliqué. Et on l'a vu dans le cadre du projet du for Life, on a eu un problème lié à ce spectromètre. On ne maîtrisait pas tous les aspects. Et dernier point, je dirais, pour les points bloquants, c'est trouver notre partenaire pour l'applicatif. Ça nous a pris un peu de temps lors du montage du projet. Il y avait potentiellement beaucoup d'utilisateurs finaux. On l'a vu dans le précédent projet, c'était de la détection de microplastiques. Là, c'était plutôt un aspect bio. Mais je dirais que dans le cadre de l'UV, il y avait peu de personnes, en tout cas, qui étaient pressenties. Et finalement, on a trouvé à travers Alain Fautrel et l'INSERM le partenaire. Donc voilà, pour finir, voilà, le projet va bientôt se terminer. Donc on réfléchit à un nouveau projet actuellement.
Voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir invité. Je ne sais pas s'il y a des questions ou si on attend. En tout cas, n'hésitez pas à me les faire parvenir éventuellement. Merci beaucoup pour ce témoignage et ce retour d'expérience, hein, sur ce guichet de financement et l'accompagnement des pôles. Pour l'instant, il n'y a pas de questions, mais on a la session de questions-réponses en fin de webinaire. Donc, si vous restez connectés, on vous les transmettra à ce moment-là. D'accord. Merci beaucoup à vous. Et je vous propose de passer à la présentation du deuxième appel à projet qu'on voulait présenter ce matin. Donc, c'est IDEMO régionalisé et c'est Aude qui va le présenter. Ok. Alors, pour cet appel à projet IDEMO régionalisé, le but, c'est vraiment d'accompagner des projets de développement expérimental, d'innovation industrielle, donc très proche de la mise sur le marché donc de ces nouveaux produits ou services. C'est un dispositif qui s'appuie sur une collaboration État-région dans le cadre du PIA 4 et de France 2030. Donc voilà, comme je vous le disais, l'objectif, c'est de soutenir des projets de développement expérimental d'innovation industrielle ambitieux avec une mise sur le marché proche des produits ou services développés et travaillés, avec évidemment une forte valeur ajoutée en termes d'emploi, de chiffre d'affaires sur le territoire. Et donc, ces projets peuvent malgré tout contenir des phases de recherche industrielle qui visent à lever des verrous technologiques importants, et notamment en s'appuyant sur des structures académiques. Si tu peux passer à la suivante, s'il te plaît. Les critères d'éligibilité, ça va être donc, un projet collaboratif également, donc 2 entreprises, un laboratoire de recherche à minima, qui vise à apporter une forte valeur ajoutée, donc une mise sur le marché de produits et de services innovants avec des retombées économiques directes et indirectes, notamment en faveur des PME. Donc, les projets devront présenter un consortium de partenaires, donc constitué à minima de 2 entreprises, dont une PME ETI, et d'un ou plusieurs partenaires de recherche académique, jusqu'à 5 partenaires maximum. Donc, à la différence du croisement de filières, ces projets pourront être intra-régionaux ou interrégionaux en fonction des régions qui ont décliné ce dispositif et ont développé un cahier des charges sur ce IDEMO régionalisé. Il ne s'agit pas de toutes les régions françaises, mais la grande majorité. À savoir qu'on va vous présenter les modalités pour le cahier des charges de la région de Bretagne et qu'il y a des petites différences en fonction des régions. On illustrera d'ailleurs avec les petites différences au niveau des Pays de la Loire. Mais il est possible, en tout cas, d'embarquer des partenaires dans toutes les régions qui portent cet appel à projet IDEMO régionalisé. Le projet donc, doit être labellisé ou co-labellisé par un des 7 pôles de compétitivité bretons. Donc, on vous les a présentés tout à l'heure, vous commencez à bien les connaître. En termes de critères de sélection, donc les critères qui seront regardés au niveau du projet, ça va être le degré de réponse aux enjeux de la filière impactée, la clarté et l'originalité du dossier, la comparaison par rapport à l'état de l'art et les tendances du marché, le degré de rupture et le caractère innovant du projet, et puis évidemment tout ce qui est équilibre du plan de financement en fonction des différents partenaires. Une attention particulière donc, sur les retombées économiques, sociales et environnementales, et aussi en termes d'emplois qui seront créés ou générés par le projet, pendant le projet, puis à la suite du projet. La capacité, évidemment, du porteur d'idées mener ce projet. Il y aura toute une demande aussi au sein de ce dossier sur la répartition de la propriété intellectuelle et la gestion et l'organisation de l'accord de consortium, et puis l'inscription du projet dans l'écosystème local des partenaires. En termes de montant d'aide, donc c'est un petit peu plus élevé que le précédent appel à projet qu'on vous a présenté. Ce sera pour des projets dont l'assiette se situe entre 1 million et 4 millions d'euros et des projets entre 24 et 48 mois. L'aide sera dispensée sous forme de subvention pour l'IDEMO Région Bretagne, qui sera calculée en appliquant un taux sur le total des dépenses éligibles en fonction des typologies d'entreprises, donc 50% pour les PME, 35% pour les ETI, 30% pour les grands groupes, et pour les organismes de recherche et de diffusion des connaissances, jusqu'à 100% des coûts additionnels pour les centres de recherche publics, ou 50% des coûts complets, et 80% des coûts complets pour les centres techniques, considérés comme des organismes de recherche dans le projet et inscrits dans la démarche régionale d'animation et de conseil en innovation, intégrant le CPER 2021-2027. Donc ça, c'est comme ce qui a été présenté pour l'appel à projet croisement de filière. Et donc là, juste pour vous illustrer la différence en fonction des régions, par exemple, pour les Pays de la Loire,
les modalités de l'aide peuvent être différentes. Donc, on va être sur une durée de projet de 24 à 60 mois. Des taux d'aide qui sont illustrés dans le tableau, on vous enverra la présentation, vous l'aurez, qui sont un peu différents de ce que je vous ai présenté pour la région Bretagne. Et par exemple, aussi, cette aide, elle sera apportée avec une part subvention et une part avance remboursable. Donc voilà, on est sur des modalités un petit peu différentes. Il faut l'avoir en tête. Chacun des partenaires, s'ils sont dans des régions différentes, pourront être financés un petit peu différemment. Et en fait, ces différences peuvent aussi amener une instruction un peu plus complexe et longue des dossiers par chacune des régions. Voilà, c'est à savoir. Je ne vais pas vous donner tout le détail des pays de la Loire, vous l'aurez, mais c'est juste pour vous montrer qu'en fonction des régions, on peut avoir des petites différences, des petites nuances. En termes de dépenses éligibles, donc sur cette slide, on va avoir les dépenses pour les entreprises. Donc, on va avoir une assiette de dépenses, voilà, des postes de dépenses plutôt classiques, des dépenses de personnel impliquées dans la R&D, des dépenses liées aux instruments et au matériel, donc notamment les coûts d'amortissement au prorata de la durée du projet, les coûts de recherche contractuels, connaissances et brevets, et des frais généraux additionnels, donc qui sont à un taux forfaitaire de 20% des frais de personnel, qui seront donc pris en compte dans cette assiette de dépenses pour les entreprises. Pour tout ce qui est centre de recherche, on va retrouver des dépenses de personnel de R&D, donc enseignants, chercheurs, ingénieurs, techniciens, les investissements en termes d'amortissement spécifiques pour le programme ou de matériel du laboratoire qui est utilisé pendant la durée du programme, les frais de sous-traitance, cabinet de conseil, sous-traitance technique, et les frais de fonctionnement du laboratoire, entretien du matériel, consommable, fluide, énergie. Et les frais de déplacement aussi. Pour le calendrier, donc il y a plusieurs vagues. Donc là, actuellement, l'appel à projet, lui, a été lancé en juin 2022. Il y a déjà eu une première relève en fin d'année dernière. Pour cette année, le dépôt des dossiers pour le prochain dépôt, c'est le 26 avril 2023. Donc en amont, on vous demandera, si cet appel à projet vous intéresse, d'échanger avec les pôles pour une labellisation à partir de maintenant jusqu'à mars, pour obtenir et passer ce processus de labellisation et pouvoir déposer voilà, donc votre dossier sur la plateforme de la région d'ici le 26 avril 2023. Merci beaucoup, Aude. Voilà. Merci à vous. Merci. Du coup, on va passer à la version nationale de cet appel à projet. Donc, IDEMO, donc anciennement PSPC, donc projet structurant pour la compétitivité, aujourd'hui IDEMO, donc c'est le deuxième appel à projet, des appels à projet qui ont une durée de vie assez longue, donc parce vous allez le voir sur des projets qui sont en termes de budget assez importants. Donc voilà, c'est un appel à projet qui est mis en place dans le cadre de France 2030 et opéré par BPI France. Donc, concernant le contexte, donc là, on soutient vraiment les entreprises industrielles et de services sur des marchés porteurs, créateurs de compétitivité et de valeur, donc, et contribuant aux transitions énergétiques, écologiques et numériques. Donc là, on finance des produits ou services très innovants et à haute valeur ajoutée et des démonstrateurs à échelle industrielle ou pré-industrielle. Voilà, donc l'AAP, comme souvent, vise des retombées économiques et technologiques directes sous forme de nouveaux produits, services et technologies environnementales et sociales et des retombées indirectes en termes de structuration durable des filières, d'où vraiment le terme de projet structurant. Donc, les projets attendus ont des budgets assez conséquents, d'un minimum de 4 millions d'euros. Donc, on demande une maturité technologique à l'entrée de 4 à 6 et pour finir sur un TRL de 7 à 9. Donc, vraiment à la phase pré-commercialisation. En général, les durées de projet sont comprises entre 36 et 60 mois et on peut partir sur un projet monopartenaire ou bien un projet collaboratif. En revanche, il faut un minimum une PME ou ETI et un maximum de 6 partenaires. Donc voilà, pour partir en projet monopartenaire en tant que PME, il faut quand même une PME vraiment solide. Les critères d'éligibilité, donc il faut répondre évidemment aux conditions qui sont précisées, donc en termes de budget, de TRL, de durée, etc. Il faut que ce soit un projet ayant pour objet le développement d'un ou plusieurs produits, procédés ou services non disponibles sur le marché et à fort contenu innovant. Donc, il faut vraiment un produit nouveau et un peu disruptif. Un projet composé uniquement de partenaires éligibles à recevoir des aides publiques, mais ça on le rappelle toujours parce que en tant que pôle, on voit venir
des projets où voilà, on a des partenaires qui ont des situations complexes. Voilà, donc il faut vérifier ça. Et il faut que les partenaires aient la capacité financière à mener le projet. Voilà, ça c'est très important. Donc capacité financière et humaine, hein, en termes de ressources humaines également. Hein, il faut quand même, notamment s'il y a des programmes de R&D en cours, etc. Il faut avoir la capacité en termes de disponibilité du personnel de R&D à pouvoir mener le projet à bien dans toute sa durée. Et enfin, il faudra mettre en place une évaluation de la performance environnementale du projet. Donc, au niveau des critères de sélection, donc c'est un petit peu toujours la même chose. Hein. Donc, on va donc étudier le caractère innovant du projet, son niveau de maturité, sa faisabilité technique évidemment, les retombées économiques. Donc là, on n'est plus sur le niveau local, mais bien pour le territoire national. Donc là, il va falloir vraiment que ce soit chiffré. On va vous demander les nombres d'emplois créés, les investissements, comment vous allez valoriser les acquis technologiques et vraiment les impacts pour les filières qui étaient visées au début. Ensuite, vraiment une étude de marché assez poussée, hein, parce qu'il va falloir avoir des chiffres sur la taille des marchés qui sont visés, et donc l'impact que le projet aura sur ceux-ci. Ensuite, sera évaluée évidemment la capacité du consortium à mener à bien le projet, hein, et pas seulement du porteur. Hein, l'intégralité des partenaires sera pris en compte. Ensuite, il y a le caractère stratégique donc pour le territoire national, mais également au niveau régional pour l'ensemble des partenaires et européennes. Voilà, s'il y a existence d'une collaboration structurée ou d'un effet diffusant au sein d'une filière ou d'un écosystème. Ensuite, donc, comme j'ai dit, donc, la performance environnementale, il faut faire attention à ça, c'est des choses que vous verrez de plus en plus dans les appels à projets. On va vous demander notamment de montrer en quoi votre projet prend en compte vraiment cette dimension écologique. Donc, on appelle ça l'éco-conditionnalité. Et donc, les projets causant un préjudice important du point de vue de l'environnement seront exclus. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est déjà pris en compte, mais qui le sera de plus en plus. Et enfin, la labellisation par un ou plusieurs pôles de compétitivité sera prise en compte dans le processus de présélection des dossiers. Donc, voilà, au niveau des modalités de calcul de l'aide. Donc là, on sera sous forme d'avance récupérable et de subvention. Donc, ça dépend à la fois de la taille de l'entreprise et de la typologie de recherche. Donc, on a vraiment deux phases de projet, donc la recherche industrielle et le développement expérimental. Donc, vous voyez que la recherche industrielle est plus aidée que le développement expérimental. Donc, au niveau des taux pour les petites, moyennes et grandes entreprises, hein, on est voilà, je ne vais pas développer tout le tableau, mais bon, la phase RI est plus aidée que la phase de développement. Mais dans le cas général, la part de subvention, donc sur l'intégralité des aides versées, donc en avance récupérable et en subvention, la part de subvention sera de 75% pour les projets majoritairement recherche industrielle et 60% pour les projets qui seront majoritairement développement expérimental. Au niveau des dépenses éligibles, donc il y a évidemment les salaires et les charges sur le personnel du projet. Donc, attention, non environnés. Donc, les personnels, c'est évidemment les personnels de R&D, donc ingénieurs, techniciens, chercheurs. Tout ce qui est frais connexes, donc c'est un montant forfaitaire des dépenses de personnel et ou d'équipement. Les coûts de sous-traitance, avec une cible à 30% maximum, on va dire, des coûts du projet, mais ça, c'est vraiment dans le cas général. Il y a également les amortissements, donc le matériel de R&D au prorata de leur utilisation dans le projet, ça c'est également assez classique. Les coûts de refacturation interne également sont pris en compte, les frais de mission, les frais réels de déplacement liés à la réalisation du projet, donc ça va un petit peu avec, et tout ce qui est lié aux frais d'exploitation qui sont directement liés au projet et les consommables non amortis dans les comptes. Donc voilà, c'est assez large. Donc, au niveau du processus et du calendrier de sélection, donc vous avez en fait des dates de relevé de projet. Donc là, la prochaine date est au 7 mars 2023. Ensuite, vous avez un cut-off au mois de mai et un autre au mois de juin. Et sachant que à chaque fois, il y a les sessions d'audition qui correspondent à ces dates de relevé. Donc, vous voyez, là, si vous visez le dépôt du 7 mars, vous aurez une audition si votre projet est présélectionné, donc le 5 ou le 6 avril 2023. Et puis voilà, en juin pour le relevé de mai et en juillet pour le relevé de juin.
Voilà, l'AAP, il est important de le noter, peut être arrêtée si jamais l'enveloppe affectée au dispositif est épuisée en fait avant le dernier cut-off de juin. Donc, ceci évidemment vous pousse à déposer votre projet le plus tôt possible, voilà, si tant est qu'il soit prêt, évidemment. Voilà pour ce dispositif. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un projet vraiment structurant avec un budget donc qui est quand même conséquent, voilà, c'est un guichet qui pourrait être extrêmement intéressant. Et sur ce, on peut passer à la session de pitch, donc avec les présentations d'idées de projet, donc voilà, qui seront présentées au fur et à mesure. Et on peut commencer par, alors, IPC2U, je tente. Est-ce que je l'ai bien dit? C'est bien ça. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, vous avez 1 minute. Hein. Ah, 1 minute. D'accord. Oui. J'essaie de faire rapide. Non, c'est 2 pour les projets, Anaïs. 2 minutes pour les projets, pardon. Merci, Gwen. OK. Donc, bonjour à tous. David Meneghetti pour la société IPC2U ou IPC2U. On est fournisseur de solutions informatiques industrielles. On existe depuis une trentaine d'années. On est présent depuis 2006 en France au travers de distributeurs et depuis 2018 au travers d'une entité qui existe donc à Saint-Grégoire à côté de Rennes. Donc, on fournit des solutions informatiques industrielles et on est présent dans les secteurs de l'énergie, dans les secteurs médicaux, dans le secteur de l'industrie et aussi du transport, puisqu'on est partenaire avec ID for Mobility. L'idée, en fait, ici, c'est de fabriquer un data center éco-conçu qui ne nécessiterait ni eau, ni consommation électrique excessive. Donc, par exemple, sans climatisation, si on peut passer à la slide suivante. Avec déjà des produits que nous, on propose, qui sont des systèmes informatiques renforcés, pouvant fonctionner avec des températures allant jusqu'à 70 degrés. Et là, en fait, on veut aller un peu plus loin en proposant en fait un data center complet qui soit avec un PUE, si possible 1, sinon inférieur à 1. Donc, le PUE, c'est Power Usage Efficientness. Ça veut dire qu'un data center, il va vous consommer un certain nombre d'énergie. Actuellement, les meilleurs data centers du marché sont à 1,05 et là, c'est d'arriver à 1. Et donc, en fait, on a déjà un partenaire pour la partie data center, pour la partie sécurité et la partie alimentation. On est partenaire aussi avec IBM donc pour essayer de faire des systèmes sans ventilation basés sur des châssis IBM. Et donc, voilà, notre idée, en fait, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un POC et montrer que ça fonctionne. Ensuite, proposer cette solution en fait aux différents data centers qui existeraient en France. Donc voilà, toujours dans l'idée de faire une économie d'énergie, donc parce que pas de système de climatisation, un système de dissipation thermique passive et pas de consommation d'eau non plus, parce que du coup, on n'a pas besoin de les refroidir par eau. Il y a un site qui s'appelle DCMag, justement, qui a parlé de ça justement hier, en disant qu'il fallait trouver des systèmes plus vertueux. Bon, c'est l'idée qu'on a de lancer ce projet-là. Merci. Super, merci beaucoup. Et le prochain pitch projet, c'est Guylaine. Je ne sais pas si je prononce bien. Mais... Voilà, super, merci. Vous avez 2 minutes, c'est parti. Ah, j'ai vu que vous aviez mis votre caméra, mais on ne vous entend pas. Alors, pour Guylaine, s'il vous plaît, c'est Yann ou Guillemette, c'est ça? Alors, est-ce qu'ils ont leur micro d'activer, Pierre? Aidez-moi. Je regarde. Yann. C'était Guillemette ou Yann Santerre. Je crois que j'ai vu Guillemette dans les participants tout à l'heure. Ah, oui. En tout cas, elle dit que son micro n'est pas activé. Oui, c'est bon, je l'active. C'est bon. Ok, super, pardon, excusez-nous, merci. Voilà. Donc, On avait un peu d'avance, donc on peut prendre le temps. Vous pouvez activer votre micro normalement.
Oui, c'est bon. Ah, super. Eh bien, on Bon, c'est repart bon, à faux départ. 10h11. Ok, super. Ok. À vous, merci. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Guillemette Cardinaux, responsable R&D de la société Gouilen. Donc, Gouilen, c'est une société qui a été créée en 2020 et dont l'objectif est de valoriser des sédiments marins portuaires en fabriquant des matériaux à destination de l'architecture. Donc, après le lancement d'une première phase de développement et de commercialisation des matériaux pour l'aménagement intérieur, nous souhaitons développer le projet à une échelle pré-industrielle. Et nous souhaitons aussi élargir le champ d'action en proposant des matériaux pour le secteur du bâtiment et de la construction. Et donc, après avoir été accompagnés par le CSTB Lab, notamment l'année dernière, nous envisageons d'installer une unité pilote de production et donc pour fabriquer les matériaux à destination de la construction et du bâtiment. Et donc, c'est pour cette deuxième phase de développement de notre projet que nous recherchons des partenaires, à la fois sur les aspects d'installation et de mise en place de l'unité pilote industrielle, l'unité pilote de production, pardon, mais également sur les aspects de caractérisation mécanique des matériaux. Donc, le développement de la première phase nous a permis d'avoir déjà de bonnes connaissances de notre matériau. Mais si on veut proposer une alternative intéressante au secteur de la construction, il est nécessaire que nous fassions d'autres essais de caractérisation mécanique. Et enfin, nous recherchons également des partenaires sur les aspects de commercialisation, développement ou utilisation de nos produits sur les chantiers. Donc, on serait par exemple intéressé pour rencontrer et échanger avec des maîtres d'ouvrage ou alors d'autres corps de métier du secteur. Donc voilà, n'hésitez pas à nous recontacter si vous connaissez des organisations qui pourraient travailler avec nous. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, c'est parfait, 2 minutes tenues. Et là, on va passer à Smart Life Coaching, je crois. J'ai noté le nom des entreprises, mais je n'ai pas noté le nom des personnes. Voilà. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, c'est parfait. Okay, nickel. Donc moi, c'est Alexandre, je suis le fondateur de Smart Life Coaching. On aide les personnes à se réconcilier avec l'alimentation et à vaincre leurs troubles du comportement alimentaire. Donc on est une entreprise de e-santé. Et donc, en fait, on a développé une thérapie en ligne via une application qui permet donc à des coachs d'être présents par message ou messages vocaux pour les personnes qui sont dans ces situations-là. Donc, notre thérapie, elle est basée sur de la data et on veut accentuer ça justement en travaillant avec un Labo pour être capable d'améliorer notre méthode et de prouver qu'elle fonctionne. Notre force, c'est effectivement notre forte présence et notre réactivité par rapport malheureusement au système médical qui n'a pas le temps aujourd'hui d'être ultra présent, puisque voilà, on connaît les délais au niveau des rendez-vous. Et évidemment, tout ça, on l'articule autour d'une approche holistique. Donc, on les accompagne effectivement sur la partie nutrition, psychologie, hygiène de vie, mais aussi le sport. Est-ce qu'on peut aller à la slide suivante? Voilà, donc aujourd'hui, on a déjà une entreprise qui fonctionne. On est environ 500 utilisateurs. Plus de 250 avis. Et donc, notre ambition et en fait nos besoins à court terme, c'est vraiment effectivement se rapprocher de labos pour venir certifier notre méthode et de médecins, chercheurs, mutuelles pour venir nous améliorer et pourquoi pas sur le long terme envisager un remboursement ou de la prescription, puisque voilà, on peut accompagner les personnes soit sur de la prévention, soit en post, par exemple, accompagnement médical. Voilà. Super, merci beaucoup. Le prochain pitch, c'est l'INRAE, c'est Hélène Falentin. Là, j'avais noté le nom. Donc Hélène, si vous voulez bien ouvrir votre micro et votre caméra pour présenter le projet. Oui, j'espère que vous me voyez, vous m'entendez là? Oui, c'est parfait. Bonjour, alors Hélène Falentin, je travaille à l'UMR INRAE STLO pour Sciences et Technologies du lait et de l'œuf, basée à Rennes, rue de Saint-Brieuc. Je suis microbiologiste et aussi génomicienne. Et on a développé en fait des pipelines bioinformatiques en collaboration avec le CNRS qui nous permettent de rechercher dans des génomes bactériens des capacités à produire des métabolites d'intérêt pour l'industrie. L'idée de ce projet, en fait, ce serait de produire un complément alimentaire vitaminé à destination des végétariens ou des véganes et qui permettrait une supplémentation en vitamines du groupe B. Donc actuellement, on est en capacité de produire sur différents milieux des vitamines B9 et B12 par fermentation.
Et ce qu'on aimerait en fait développer dans ce projet, c'est un produit fait à partir de matériaux biosourcés qui seraient des coproduits de l'industrie laitière et légumière bretonne. Donc, pour ce projet, je recherche un partenaire nutritionniste et un partenaire en packaging de compléments alimentaires, car ces vitamines, en fait, sont très sensibles à la lumière. Donc, juste si j'ai le temps, on peut passer à la diapositive suivante pour que j'explicite un peu plus notre cœur de métier. Donc, en tant que génomicienne, j'aime analyser les génomes bactériens d'intérêt agroalimentaire, donc des génomes qui sont en fait impliqués dans l'élaboration de produits fermentés. On a la possibilité d'aller chercher dans ces génomes les gènes des voies métaboliques qui sous-tendent la production en fait des vitamines. Donc, il peut s'agir de petites voies de 10 gènes ou de très grosses voies de 30 gènes, comme par exemple c'est le cas pour la vitamine B12. En fonction de la présence de ces gènes, on peut prédire les capacités des bactéries à produire dans un milieu liquide ces vitamines. Et nous, on les met en œuvre en fait dans des bioréacteurs, dans des conditions très contrôlées qui nous permettent d'optimiser cette production. Je voudrais insister sur le fait qu'il s'agit d'une production à destination du consommateur tel quel. Donc, ça peut être un aliment ou un ingrédient qui n'a pas du tout d'OGM de produits. On ne travaille qu'avec des souches sauvages en fait qui sont dans notre collection INRAE. Et on peut produire des vitamines à des doses à effet physiologique. Voilà, donc ici au sein de l'UNIT, nous n'avons pas de partenaires spécialisés dans la stabilisation et le conditionnement et nous manquons aussi de nutritionnistes capables d'évaluer en fait la biodisponibilité des vitamines de l'aliment ou de l'ingrédient chez l'homme. J'espère que je suis assez claire. Merci beaucoup, Hélène. Eh bien, ça a conclut la session des pitch projets et maintenant on va passer aux pitch compétences. Et la première compétence, c'est CitrackBox de mémoire. Voilà, très bien. Donc, je veux bien que Hélène, vous coupiez votre caméra et votre micro et que le monsieur de CitrackBox, Thibaut Morin, ouvre son micro et sa caméra. Superbe. Celui-là, vous m'entendez? Yes. Voilà, et donc, 10h18, eh bien, c'est parti. Très bien. Alors voilà, donc CitrackBox, on a développé une balise qui permet de détecter la chute d'un conteneur à la mer et d'en donner son positionnement. Aujourd'hui, 90% des échanges mondiaux se font par la voie maritime. Il y a environ 500 millions de conteneurs en transit dans le monde en continu. Il en tombe environ à peu près entre 10 et 15 000 par an à la mer. Et il y en a à peu près 2500 qui flottent en continu dans nos océans. On voit en fait les effets sur nos plages. Vous avez entendu parler sur les dernières infos. Les plastiques que l'on trouve sur les plages, ça vient de conteneurs qui sont tombés à la mer. Et donc, aujourd'hui, en fait, c'est très problématique parce que lorsqu'un conteneur tombe, on ne s'en aperçoit pas tout de suite. Et pour le géolocaliser, c'est très compliqué parce que c'est souvent un bateau qui va le percuter, qui va prévenir les autorités. Mais le conteneur dérive et donc, pour le retrouver, c'est très, très compliqué. Et les démarches pour le retrouver sont importantes financièrement. Et donc, nous, l'idée, c'est de pouvoir détecter la chute du conteneur et d'en donner sa position tout de suite, immédiatement, pour qu'on puisse aller le remorquer ou le recharger en fait sur un bateau, puisqu'aujourd'hui, les porte-conteneurs sont équipés pour pouvoir récupérer des conteneurs qui sont tombés à la mer, et donc pour éviter en fait la pollution de nos océans. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup. Je vais donner la parole maintenant. Juste, on est en levée de fonds, donc on est sur le site internet, vous pourrez voir, on ouvre le note capital à hauteur de 20% pour lever 500 000 €. Ok, super, merci. Donc la suite, c'est Inaki, ou Iñaki, je ne sais pas si je prononce bien, Guylaine, pour Irundo Fab, s'il vous plaît. Inaki, oui, c'est ça. Ah, superbe, merci. Bonjour à tous. Du coup, moi, ce que je propose, c'est de la fabrication de pièces par fabrication additive, donc en impression 3D. Je me suis installé à Montauban de Bretagne donc, depuis le mois de novembre. Là, je viens de déménager dans un atelier de 100 mètres carrés où je peux proposer de la fabrication des pièces, la conception en plastique et matière composite, assemblage, peinture. Voilà. Donc, je n'ai pas de domaine spécifique. On s'adapte à tout type de matière, tout type de contraintes. Voilà. Ce sera tout pour moi. Superbe, 30 secondes, c'est parfait. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Donc, la prochaine personne, c'est Labocea.
c'est Michel Da Silva Pinto. Si vous voulez bien ouvrir votre caméra et votre micro pour présenter votre laboratoire. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Parfait, C'est bien. c'est parfait. Merci. Donc, je suis Michel Da Silva Pinto. Je travaille dans le service recherche-développement de la BOSEAC. C'est un laboratoire breton très connu par son expertise en analyse. Mais nous réalisons aussi d'autres genres de services parce que nous comptons avec un bureau d'études, aussi un service de conseil expertise alimentaire, en plus que mon service, c'est le service de recherche et développement. Donc, plus que des prestataires en analytique, nous pouvons être à vos côtés, participants en tant que partenaires de vos projets, avec nos expertises, bien sûr, en analyse, développement de nouvelles analyses, ou alors notre expérience aussi en gestion de projet dans les 4 domaines qu'on vous montre dans cette slide: santé animale, santé végétale, eau et environnement, agroalimentaire aussi. Nous pouvons travailler avec des différentes matrices. Donc voilà, vous pouvez compter sur nous pour vos projets industriels, pour vos projets collaboratifs avec financements locaux, régionaux ou européens. Vous avez nos contacts. Donc, n'hésitez pas à aller visiter notre site Internet pour connaître nos activités, nos projets, nos réseaux sociaux. Aussi, nous avons notre instrumentation sur le site du Campus de la Mer. Voilà. Comme ça, vous avez nos contacts et ça, c'est un plaisir de travailler avec vous dans vos projets. Merci beaucoup, Michel. Donc maintenant, nous allons passer à la présentation de Photonix pour… voilà, super. Bonjour, vous me voyez, vous m'entendez? Parfait. Bien, merci. Bonjour à tous, merci pour cette opportunité de présenter Photonix Bretagne. Donc, Photonix Bretagne, nous sommes à la fois un cluster et un centre de ressources technologiques. Nous sommes aussi habilités à vous offrir, je ne connais pas très bien la tournure, un crédit d'impôt recherche pour des projets collaboratifs menés avec nous. Donc, Photonix Bretagne, notre plateforme technologique a vraiment deux spécialités. Donc, si vous êtes plutôt dans les télécoms ou dans les capteurs, nous pouvons vous offrir une expertise dans des fibres optiques spéciales. Donc, par ça, je veux dire des fibres optiques qui n'existent pas sur le marché. Nous avons à Photonix Bretagne toute la chaîne de connaissances et de compétences pour modéliser et fabriquer et tester des fibres qui n'existent pas encore. Et nous utilisons notre expertise technologique dans les fibres et les capteurs de la photonique dans les sciences du vivant. Donc, nous fabriquons des preuves de concept de capteurs à base de fibres. Nous réalisons des études donc pour créer des systèmes de mesure photonique, pour calibrer des systèmes de stérilisation, de diagnostic agricole, agroalimentaire, etc. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, ça va être à Gwenlec de présenter sa compétence. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Super, et on vous voit. Ok, très bien. Alors, Gwenlec, c'est une société d'intelligence artificielle. Donc, on est installé à Rennes. On a été créé il y a 2 ans environ. Et en fait, on intervient sur toute la chaîne d'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on ne fait pas juste des modèles, mais on peut intervenir au niveau de la donnée elle-même, c'est-à-dire qu'on vous assiste dans la mise en place de la base de données, des infrastructures, dans la collecte des données, l'automatisation, le nettoyage, la labellisation. Ensuite, on peut intervenir évidemment aussi sur la mise en place des modèles. Donc là, c'est du deep learning, la lecture automatique de texte, outils pour identifier des anomalies sur des images, de la vision, des prévisions aussi. Et puis, on va jusqu'à la mise en prod, donc la mise en place de sites web, d'API qui seront connectés directement soit au modèle, soit aux données. Et puis, donc, sur nos clients actuels, les secteurs dans lesquels on travaille, aujourd'hui, on a beaucoup de projets qui sont plutôt dans le domaine des sciences de la vie, la santé et le médical. On est en train d'essayer d'avoir de l'activité locale. On n'a pas de clients en Bretagne, en fait, du tout. Dans le monde de la mer, énergie renouvelable, analyse des écosystèmes, pollution, marketing, support client. C'est très varié, hein, puisque l'IA, la data, c'est très varié. Voilà, on recherche des projets locaux. Super, merci beaucoup, Monsieur Barthélémy. Et maintenant, ça va être à Alexandrine pour le CEA de présenter sa compétence.
Alexandrine, si vous voulez bien mettre votre micro et votre caméra, je crois qu'on a pu vous le donner. Ouais, super, merci, parfait. Ah, on ne vous entend pas. Alors, pourquoi? Vous m'entendez? Ah, c'est parfait, c'est bon. Ok. Ok, super, merci. Bonjour à tous, merci de me permettre de présenter le CEA Tech Bretagne. Donc, c'est une émanation du CEA en Bretagne qui est spécialisée en fait dans l'industrie agri et agro. Et notre objectif est de transférer des technologies de rupture aux industriels de ce secteur, afin d'aider leur durabilité et surtout leur permettre de trouver des solutions là où ils n'en trouvent pas sur le marché aujourd'hui. Donc, nos domaines d'activité sont très variés sur l'efficacité énergétique. D'ailleurs, je tiens à signaler que les technopoles nous ont permis de faire un Energy Brest Tour qui présente certains de nos solutions. Sur les productions alimentaires avec l'analyse d'odeur, le suivi de bioproduction avec des capteurs. Nous sommes en train de mettre en place une plateforme usine du futur sur l'agroalimentaire qui permettra de mettre en avant les jumeaux numériques, l'IA, les capacités en termes de blockchain, la robotique et bien sûr l'opérateur augmenté. Et enfin, on travaille aussi sur l'agriculture de précision avec des capteurs qui sont capables de mesurer la qualité de l'eau, de l'air et des sols, ainsi que des pathogènes in situ. Bon, évidemment, il y a trop peu de temps pour tout vous présenter, donc je vous invite à nous contacter au plus vite. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup. Et on va passer maintenant à la dernière personne, c'est pour la société Algroup. Donc, si la personne veut bien prendre la parole, Stéphane Maé, très bien. Très bien, vous m'entendez? Bonjour. Oui, je vous entends et je vous vois, c'est parfait. Merci. Parfait, merci. Donc, je suis Stéphane Maé, fondateur de la société Algroup et je suis spécialisé dans la fermentation des macro-algues. Et j'ai développé un procédé singulier et particulier de lactofermentation des algues brunes locales pour obtenir deux produits qui sont on va dire un nouveau végétal et un jus de fermentation. Et ces deux produits, grâce à ce procédé très singulier, permettent d'obtenir des fonctionnalités, des qualités nutritionnelles très particulières. Et à partir de ces produits-là, on peut complémenter les animaux, on peut améliorer la nutrition humaine et également remplacer des additifs de synthèse par finalement un végétal ou un produit complètement naturel. Particularité, c'est que le procédé est entièrement éco-responsable, c'est-à-dire aucune production d'énergie n'est nécessaire, pas de chaleur, pas de froid également, tout se fait à température ambiante et le produit se conserve plusieurs mois avec des qualités nutritionnelles et fonctionnelles conservées. Donc voilà, mon outil industriel est situé à Trégueux, dans les Côtes-d'Armor, à proximité de la BOCEA, en l'occurrence, c'est à Technopole. Super, merci beaucoup, Monsieur Maé, pour votre présentation. Et je vais redonner la parole à Anaïs. Voilà. Merci beaucoup, Gwen. Et voilà, c'est le moment, si vous avez des questions à poser, donc aussi bien au pôle qu'aux différentes entreprises et labos qui ont présenté des compétences, ou bien à la personne d'Oxus, dont j'ai perdu le nom, qui a présenté UV for Life, vous pouvez évidemment les poser. Et j'en vois une première qui est destinée à la BOCEA. La question, c'est est-ce qu'on peut réaliser l'analyse des sols pour savoir la teneur en minéraux, par exemple? Est-ce que la BOCEA aurait cette compétence? Je crois, oui. C'est bien pour l'analyse des minéraux? Oui, tout à fait. La teneur en minéraux. Oui, je crois que oui. Je crois que la matrice seule n'est pas un problème pour ça, mais si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un mail, comme ça je peux vous répondre directement avec nos experts. Mais voilà. Donc, pour l'analyse de minéraux, je ne vois pas un problème. Merci beaucoup. Donc, je vous invite à contacter Madame Da Silva Pinto en direct pour... La personne vous remercie. Voilà. Très bien, n'hésitez pas
Je regarde dans les... Parce qu'évidemment, il y a des questions qui ont été posées au fur et à mesure. Donc, j'essaie de les regarder. Donc voilà, il y avait des demandes d'adresse mail, des demandes de partage de présentation, etc. Donc évidemment, vous aurez tout ça. Vous avez vu que dans les slides de présentation des projets et des compétences, vous avez les coordonnées des entreprises et des labos qui sont en général en bas à droite. Donc vous pourrez évidemment prendre contact directement. Voilà, et ainsi qu'avec les pôles. Vous avez tous les contacts qui vous seront donnés en même temps que la présentation. Voilà. Il y avait une question peut-être pour tout le monde autour d'ID4 Mobility. Donc, Pierre, je te laisse peut-être répondre sur le périmètre de couverture d'ID4 Mobility. Donc, a priori, est-ce que c'est que terrestre ou est-ce que ça peut toucher le transport maritime également? Non, oui, j'ai répondu à la question. Oui, c'est le périmètre du pôle uniquement la mobilité terrestre. Voilà. Voilà. Donc, pour la partie maritime, nous, par contre, on le fait donc au pôle mer. Hein, et puis, si jamais il y a des connivences, on se rapproche évidemment d'ID4 Mobility. Exactement. Voilà, on travaille ensemble sans aucun problème. Alors, on a une question autour des frais de sous-traitance. Donc, je vous lis la question. Sur plusieurs AAP présentés, mentionnez la limite de 30% des frais de sous-traitance. Est-ce que c'est rédhibitoire? C'est-à-dire, est-ce qu'une entreprise qui pilote un projet monopartenaire, je suppose, qui aurait certains appuis à la mise en œuvre du projet, pourrait-elle dépasser cette limite de 30%? Alors, est-ce que quelqu'un veut répondre au niveau de mes collègues Paul? Je peux tenter une réponse, Anaïs, mais je pense Vas-y, que je t'en prie. ouais, je pense que la réponse est non. En fait, là, vraiment, enfin, souvent dans les annexes financières, vous avez vraiment une répartition des coûts entre les coûts de ressources humaines et justement des frais forfaitaires et des frais liés à la sous-traitance. Et donc, c'est vraiment cette part-là qui ne doit pas représenter plus de 30% du budget total. Je pense que par rapport à la question qui est posée, c'est peut-être juste pas les bons guichets en fait qu'on vous a présenté ce matin, parce que notamment si par exemple vous êtes une entreprise qui est un peu en lancement, en développement, et donc vous n'avez pas forcément beaucoup de personnel à disposition pour faire vos actions de R&D, c'est peut-être pas à cet endroit-là qu'il faut aller, mais n'hésitez pas à joindre votre pôle référent, parce que du coup, il pourra peut-être vous aider sur d'autres guichets qui pourraient être plus intéressants. D'ailleurs, la preuve par l'exemple, c'est que sur les annexes financières de l'appel à projet de croisement de filière de la région Bretagne, si vous aviez tout en sous-traitance, vous aviez 0 € en RH, et donc vous auriez 0 aide, 0 budget, puisqu'en fait, il n'y a que ces dépenses-là qui sont éligibles. Donc celui-là, de fait, il était un peu caduc, et puis sur les autres, c'est quand même une rigueur qui est imposée par le financeur qu'on ne peut pas... Qui fait partie des critères d'éligibilité en plus. Donc, ça veut dire que quand votre dossier va être filtré parmi plein d'autres dossiers, en fait, oui, ce sera rédhibitoire. En fait. Donc, ouais. Merci beaucoup à toutes les deux. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions qui apparaissent. N'hésitez pas, hein, on a le temps. Donc, moi, je me permets une petite question, Anaïs, par rapport au pitch, et le premier notamment de IPC2U. Oui. J'ai pas bien cerné le besoin. Est-ce qu'il y a une recherche de partenaires avec des compétences particulières sur ce data center éco-conçu ou c'est un projet où le consortium est déjà définitif? Voilà. Si vous pouvez éclaircir votre demande, ça pourrait peut-être intéresser d'autres participants. Si la personne est encore là. Est-ce que la personne peut se reconnecter? Je la vois, mais je ne l'entends pas. C'est bon, je le vois. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ouais. En fait, j'ai déjà à peu près identifié mes partenaires pour la partie data center. Pour la partie développement des châssis, c'est pareil, j'ai déjà un partenaire avec qui j'ai l'habitude de travailler, mais je suis ouvert à d'autres options. Parce que c'est vrai que le partenaire qui fabrique les châssis en dissipation thermique passive est basé à Strasbourg et il fait fabriquer ses châssis en Angleterre, donc on est un peu en dehors du cadre. Donc après, je suis ouvert si jamais il y a des partenaires en Bretagne qui sont prêts à faire ce genre de choses, il n'y a aucun souci. Après, pour les compétences intellectuelles, entre guillemets, c'est vrai que comme c'est un domaine d'activité où on est présent depuis 30 ans, on sait à peu près où on va. Et donc, on a déjà, je dirais dans l'ensemble, à peu près toutes les compétences nécessaires
J'aurais peut-être besoin d'une personne en plus, juste pour l'aspect comment dire, présentation, parce que c'est un domaine où je suis pas forcément très très fort. Mais sinon pour le reste, on a déjà identifié nos partenaires. Donc le partenaire pour le châssis, je disais, il est en Alsace, et le partenaire qui fabrique les data centers est basé à Angers. Donc il est déjà plus dans le local. Et puis après, on avait l'idée de faire le POC en Bretagne. De toute façon, j'avais déjà discuté avec Excelcar là-dessus. Donc, ils sont prêts aussi, Excelcar, qui est donc basé à Rennes, à la Genève, je crois. Voilà. Merci pour ces précisions qui peuvent intéresser, je pense, les personnes qui participent. Je vous en prie. Anaïs? Oui. Une petite précision et à l'ensemble des participants, on va lancer un petit questionnaire pour l'atelier. Donc, n'hésitez pas à prendre quelques instants pour y répondre. Voilà. Il n'y a que 4 questions. Je le vois. Voilà. Non, Alors, il y a une autre question. Donc, pourriez-vous préciser les modalités de l'aide dans le cadre de l'AAP croisement de filière, budget, durée, montant des fonds propres nécessaires? Alors, est-ce qu'il ne serait pas bien que je retourne sur la slide? Hop, je vais essayer d'y aller. Excusez-moi, ça doit faire mal aux yeux. Alors, donc je pense que c'est celle-ci. Est-ce que quelqu'un veut développer ou est-ce que j'y vais? Comme tu veux, Anaïs. Vas-y, Anaïs. Allez, donc les budgets, donc on est compris entre 500 000 et 1 million d'euros. Donc après, c'est indicatif, c'est pas des limites strictes. Donc si vous êtes à 450 000 ou à 1 million, 1 million 50 000, voilà, tout est toujours un petit peu négociable. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On est sur des budgets d'1 an à 3 ans, avec aucun dépassement possible. Donc, on ne peut pas aller à 40 mois. Donc, c'est vraiment 3 ans stricts. Donc, après, au niveau des montants de fonds propres nécessaires, en gros, si vous êtes une PME, la règle commune, c'est 1 euro prêté, 1 euro en fonds propres. Donc, pour une PME, vu qu'on est à peu près à la moitié du budget qui est aidé, ben, ça suppose d'avoir l'autre moitié en fonds propres. Et au-delà de ça, on regarde également les projets que vous avez en cours. C'est-à-dire si vous avez déjà des projets de R&D qui sont en cours dans l'entreprise, on va regarder que la somme, on va dire, des budgets de ces projets ne dépasse pas votre niveau de fonds propres, évidemment. Et il en va de même pour les ressources humaines de l'entreprise, notamment les ressources humaines dédiées à la R&D. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont regardées, et c'est ce qu'on nous demande de faire, nous, entre la phase de pré-dépôt et la phase de dépôt, c'est de vérifier que vous êtes bien en capacité de mener les projets, donc d'un point de vue financier et d'un point de vue humain. Donc, voilà. Je ne sais pas si c'est nécessaire de préciser, quand on dit 500 000 à 1 million, c'est à minimum 3, du coup. Et potentiellement sur 3 ans. Donc, par exemple, vous pouvez tout à fait avoir 200 000 euros qui vont être étalés sur 3 ans. Donc, ça fait 300 000 euros, par exemple, étalés sur 3 ans. Donc, vous avez 100 000 euros par an à peu près à dépenser, et les autres partenaires du projet aussi. Et donc, du coup, cette somme-là fait au minimum 500 000 euros jusqu'à 1 million. Ce n'est pas une entreprise qui a ce budget-là. Je ne sais pas si c'était une de vos questions, mais voilà. Oui, non, mais c'est toujours bien de le rappeler, tu as raison. On a d'autres questions sur le croisement de filière. Au niveau du calendrier, une fois que les pré-dossiers ont été étudiés, validés par un pôle, qui les transmet ensuite à la région. Donc là, c'est très simple, c'est le porteur qui doit transmettre le dossier. Hein, et nous, on est en contact après à la région pour valider que le projet a bien été relu, revu. Donc voilà, mais c'est le porteur qui doit faire le dépôt. Voilà. Ensuite, nous avons une autre question. Est-ce qu'un organisme d'enseignement supérieur peut candidater pour un projet monopartenaire IDEMO ou obligation d'avoir un partenaire entreprise? Est-ce que quelqu'un veut répondre?
Le porteur sur les 3 appels à projets qu'on a présentés ce matin, le porteur doit être obligatoirement une entreprise. Mais sur les 2 premiers IDEMO régionalisés plus IDEMO plus croisement de filières, c'est bien, ils peuvent être partenaires, et d'ailleurs il est nécessaire d'avoir un partenaire académique. Par contre, sur le IDEMO national, comme ça a été indiqué, les projets peuvent être monopartenaires, donc juste une entreprise qui porte le projet, ou collaboratif avec un laboratoire de recherche et des entreprises. Si je peux me permettre de rajouter une petite info qu'on a eue, alors vous me direz si vous avez eu la même pour les autres pôles, mais pour le IDEMO national, au niveau des dépôts, quand on est monopartenaire, il y aura une priorité qui sera donnée aux PME, donc PME et ETI, et les grandes entreprises qui déposent un projet monopartenaire, ça ne veut pas dire que ça sera refusé, mais ne seront pas prioritaires. Voilà. Tout à fait, merci. Alors, il y a une autre question autour du financement de bonus de 5%. Donc, ce complément de financement, quelles en sont les modalités ou conditions pour l'obtenir? Tu veux que je réponde? Vas-y, je t'en prie. Ah ben oui, Estelle, on a la pro. Non, mais ce sera peut-être plus facile. En fait, la région a une convention cadre avec certaines collectivités territoriales infrarégionales, et ces collectivités-là peuvent intervenir aux côtés de la région pour le financement d'un projet collaboratif où il y aura un partenaire qui serait sur cette collectivité, enfin sur ce territoire-là. Et si elle intervient, il y a ce fameux bonus de 5%. Donc, c'est la région qui traite avec la collectivité infrarégionale. Vous n'avez rien à faire et vous n'avez pas de demande spécifique à leur faire. C'est nous qui nous en chargeons. Donc, voilà, c'est la condition pour avoir ce bonus-là. Simplement, vous n'avez rien à faire. C'est nous qui vous dirons si vous avez ces 5% ou pas. Et je crois qu'on a zappé une question là qui était intéressante là sur l'histoire des fonds propres. Oui, avec l'emprunt bancaire. Oui, j'y venais tout à fait. Je pense qu'il y a une différence à faire entre fonds propres et autofinancement, peut-être à expliquer ici. Alors, je vais lire la question juste, Estelle, et je te laisse bien répondre. sûr. Non, je peux vous laisser répondre sans souci, mais c'est juste je crois qu'on tu es là, on profite. Hein. Donc, la question, c'était une entreprise qui présenterait une partie de ses fonds propres en contrepartie de l'aide sous forme d'un emprunt bancaire acquis ou en bonne voie, paraît-elle suffisamment solide pour déposer un dossier sur les AAP présentés? Donc, voilà, alors, il y a une différence à faire entre fonds propres et autofinancement, comme je disais. Donc, on a un critère, effectivement, comme vous le disiez dans toute la présentation, de niveau de fonds propres qui nous permet de nous assurer de la santé financière de l'entreprise. C'est un des items qu'on regarde avec attention pour regarder la santé financière des entreprises, sachant qu'un niveau de fonds propres négatif amène l'entreprise à être considérée comme en difficulté au sens européen du terme et fait qu'elle n'est pas éligible tout simplement. Donc on regarde s'il y a un niveau de fonds propres suffisant. Donc vous avez parlé tout à l'heure de 1 euro d'aide pour 1 euro de fonds propres. Globalement, c'est un peu l'idée qu'on a, mais on est assez souple. Enfin bref, on regarde vraiment au cas par cas, mais voilà, il faut avoir un niveau de fonds propres suffisant ou de quasi-fonds propres d'ailleurs, compte courant d'associés bloqués peuvent compter. Et il y a une différence à faire avec l'autofinancement sur le projet. On parlait d'une aide à peu près à 50% pour une PME, et donc il y aura 50% qui seront à financer par la PME en autofinancement. Et là, effectivement, il peut y avoir de l'emprunt bancaire. Là-dedans, on ne vous demande pas de détails sur cet autofinancement. On regarde la santé financière globale de l'entreprise. Comme vous disiez, les pôles tout à l'heure, les différents projets en cours et la capacité financière de l'entreprise à les mener en parallèle. Voilà, c'est 2 sujets un peu différents. Merci beaucoup pour ces précisions et parce qu'on ne t'a pas présenté Estelle en début de webinaire. Donc Estelle Madec est en charge donc, de l'EAP, donc innovation au croisement des filières pour la région Bretagne, et donc chargée d'innovation donc au sein de la région. Voilà quand même. Donc, là on a l'info à la source. Pour l'instant, j'en ai pas d'autres. Si j'ai une demande donc, pour info, donc on a, comme dit en début de webinaire, on a une deuxième session, donc un deuxième atelier mardi prochain. Donc, et je pense qu'il n'y a pas de souci pour partager les deux présentations donc, aux participants.
Donc, si vous êtes intéressé, on vous présentera pour que vous ayez l'intégralité des pitchs projets et compétences donc, sur les 2 sessions d'atelier. Voilà, donc aucun problème de notre côté. Voilà, n'hésitez pas, on laisse les questions ouvertes. Et n'hésitez pas pendant ce temps également à répondre au sondage. J'essaie de regarder la discussion également. Hop. Pour l'instant, il n'y a rien qui revient. Alors, il y a une question concernant les 2 sessions. Est-ce qu'elles sont différentes concernant les pitchs? Oui. Alors, nous avons vraiment essayé de séparer, sinon ça fait très long. On a fait des ateliers où on avait plus de pitch, et c'est compliqué en termes de gestion du timing. Et puis à un moment, on sait que les webinaires trop longs sont compliqués aussi. Donc, on a vraiment séparé les pitch projets et compétences en 2. Donc, ce seront évidemment mardi des projets et des compétences différents qui seront présentés, ainsi qu'un autre projet en termes de success story. Donc, vous pouvez évidemment, et on vous incite, parce que déjà, d'avoir les infos 2 fois, c'est pas plus mal. Et puis voilà, vous aurez le webinaire de mardi prochain ne sera pas complètement le même. Donc, vous pouvez assister aux 2 sans aucun problème. Ensuite, la labellisation du projet peut-elle être sollicitée si l'entreprise pilote est située en dehors du territoire d'intervention du pôle concerné? Alors, ça dépend pour quel guichet, évidemment. Donc pour le croisement de filières, donc il faut absolument que le porteur soit situé en Bretagne. Donc je suppose que ce n'est pas pour ce guichet-là. Après, sur l'IDEMO régionalisé ou sur l'IDEMO, évidemment, s'il y a un membre du partenaire ou une partie des développements qui est fait sur le territoire breton, et si ça correspond à l'une des thématiques prioritaires portées par l'un des pôles de compétitivité présents en Bretagne, oui, on vous incite évidemment déjà à nous solliciter pour qu'on vous accompagne sur le projet, et puis après à voir s'il faudra aller jusqu'à la labellisation. Mais voilà, le prérequis, c'est évidemment d'avoir de rentrer, donc le projet rentre dans les feuilles de route d'un des pôles de compétitivité présents en Bretagne, qu'il y ait à minima un partenaire du projet présent sur le territoire breton, et encore mieux, une partie, encore mieux, voire nécessaire, avoir une partie de la R&D qui soit réalisée en Bretagne avec des impacts sur le territoire. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter. Et on a une autre question sur la limite du montant des fonds propres. Est-ce que cela change pour un projet de 12 ou de 36 mois? Alors, Estelle, est-ce que tu veux compléter ta réponse de tout à l'heure? Oui. Alors, non, en soi, ça ne change pas. En fait, si on a un projet, par exemple, ce partenaire-là en question a 300 000 € de budget, que ce soit sur 12 mois ou 36 mois, ça ne change pas fondamentalement les choses. Par contre, souvent, un projet de 12 mois va coûter un peu moins cher qu'un projet de 36 mois parce qu'on va avoir besoin de plus de RH, etc. sur 36 mois. Donc après, on regarde aussi le niveau de trésorerie de l'entreprise. C'est pas le seul critère qu'on regarde, les fonds propres. On peut aller un petit peu plus loin et voir si déjà la trésorerie est suffisante. Donc, il faut avoir un niveau de fonds propres suffisant. Maintenant, si il n'est pas vraiment au niveau de l'aide, etc., on peut en discuter en amont avant que vous avanciez de trop sur le montage de votre projet pour ne pas y passer trop de temps, qu'on vérifie ce point-là en particulier pour voir si ça passe et voir si on avance ou pas. Très bien, merci beaucoup Estelle pour ces précisions. Alors, qu'impliquerait un projet collaboratif associant des Bretons et des Ligériens sur un projet d'une durée plus longue que le critère défini par la Bretagne? Alors, ah oui, parce que les projets ligériens peuvent être plus longs.
Donc, je suppose que c'est ça. Moi, je dirais que ce serait compliqué. À moins peut-être qu'il faudra en discuter parce que c'est pas encore arrivé. Donc, il n'y a pas de jurisprudence, on va dire, sur le sujet. Maintenant, on peut en discuter. Peut-être que si les partenaires bretons tiennent leurs travaux sur 36 mois maximum et que ce sont les Ligériens qui continuent, bon, ce serait à discuter, mais je pense que la réponse, c'est plutôt qu'il faudrait essayer de tenir dans les 36 mois. Et, ça je sais va. pas pour quel Oui, appel à vas-y, projet Gwen. c'était, pardon, je complète, mais si c'est pour le IDEMO Région, même pour l'appel Je à projet suppose, 300 filières, ouais. mais ça reste des concours. Donc, c'est le meilleur dossier qui sera retenu. Donc, si vous avez un dossier qui est intéressant, mais un peu biscornu, voilà, et qu'il y a beaucoup de dossiers qui ont été déposés à ce moment-là, bah, du coup, vous risquez de ne pas passer sur le haut de la pile. Voilà. Mais il y a des solutions pour votre projet. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre pôle pour étudier la question, parce qu'il n'y a pas que ces appels à projets-là qu'on a présentés ce matin qui peuvent peut-être répondre à votre projet, quoi. Et au-delà de ça, sur justement ces différences entre les cahiers des charges, sur les démos régionalisées notamment, c'est bien ce qu'on vous disait, c'est typiquement ce type de problématique, là, de différence entre durée de projet suivant les territoires, qui rend l'instruction un tout petit peu plus compliquée que sur les autres guichets, parce que voilà, il faut qu'après que les régions s'accordent sur les modalités d'attribution de l'aide, donc en réponse au cahier des charges de chacune des régions. Donc voilà, c'est ce que Aude présentait tout à l'heure. Voilà, c'est un super outil, mais qui est voilà, qui est une petite part de complexité. Voilà. Et c'est vrai que ce qu'on peut rajouter, mais bon, ça complète ce que tu dis, Anaïs, c'est que si vous savez déjà que vous avez des partenaires hors région Bretagne, il faut vraiment anticiper parce qu'il faut vraiment bien prendre connaissance dans le détail de chacun des cahiers des charges des différentes régions. Parce que là, on a parlé de la durée, mais il peut y avoir aussi des changements par rapport au taux d'aide, etc., donc qui ne seront pas les mêmes selon les partenaires, et aussi au niveau des calendriers de labellisation. Donc, voilà, c'est vraiment le conseil, c'est vraiment d'anticiper sur cet appel à projet. Enfin, comme sur les autres, bien entendu, mais encore plus pour celui-ci, parce qu'il y a pas mal de choses à vérifier. Et je rajouterais même aussi sur les thématiques des régions, Ouais, tout à fait. chaque appel à projet, chaque région a son cahier des charges, et dedans, vous pouvez voir les stratégies d'innovation de chaque région. Et il y a des fois des filières qui vont être plus mises en avant sur certaines régions, et peut-être que la filière qui est une filière importante en Bretagne ne sera pas dans une autre région. Et donc, c'est important de vérifier ça, et de vérifier qu'il y a bien un cahier des charges. Je ne sais pas si tu l'avais dit, Anaïs, aussi, lorsque tu l'as présenté, mais il y a des régions qui ne participent pas finalement à ce Tout à fait. C'est Aude qui présentait et qui avait bien dit effectivement que toutes les régions ne faisaient pas partie du dispositif. Donc c'est pareil, vérifiez dès lors que vous mettez en place votre partenariat que tous vos partenaires sont sur un territoire qui participe à l'IDEMO régionalisé. Sinon, c'est toujours très compliqué d'aller trouver des financements pour un partenaire qui n'est pas, voilà, qui n'est pas dans une région qui participe. Voilà, n'hésitez pas, on a encore du temps, hein, donc vous n'hésitez pas à poser vos questions. Merci à tous ceux qui nous disent merci aussi, hein, y a pas de... on est là pour ça, donc vous n'hésitez pas. Et n'hésitez pas non plus à nous solliciter si vous avez besoin de présentation d'autres outils, etc. Enfin, nous, on le fait toujours avec plaisir. Hein. Donc, vous n'hésitez pas à nous solliciter. Je laisse toujours un petit peu de temps parce que les questions arrivent un petit peu au goutte à goutte. Donc, Et c'est vrai que, comme Gwen l'a dit, en fait, voilà, ne vous arrêtez pas aux appels à projets qui ont été présentés là. En fait, l'important, c'est votre projet. Et ensuite, nous, on est là pour trouver le bon guichet, en fait. Donc là, on s'est limité à ces 3 appels à projets-là, mais selon la filière, etc., la nature du partenariat, il y a vraiment beaucoup d'appels à projets en ce moment. Même pour nous, c'est parfois difficile d'en faire le tri. Donc voilà, rapprochez-vous du pôle qui correspond à votre thématique ou à votre pôle si vous êtes déjà adhérent. Et voilà, ce sera vraiment avec plaisir, effectivement, qu'on vous aiguillera. Et ne torturez pas votre projet. Hein. Si votre partenaire il est unique en France et qu'il est sur une région où il n'y a pas l'appel à projet,
démo-régionalisé, il y a des solutions qu'on peut trouver pour que vous puissiez travailler avec lui tout de même, quoi. Tout à fait. Et je complète juste, Gwen, c'est arrivé aussi, par exemple, sur l'appel à projet croisement de filière, qu'il y ait un partenaire qui soit sur une autre région, alors que notre appel à projet n'invite pas forcément ce type de cas. Et donc, ce partenaire est allé voir sa région, et c'était la région Occitanie, je crois, et la région Occitanie avait donné un financement pour ce partenaire-là. Entreprise, c'est plus facile. Oui, Quand c'est le cas d'une entreprise, aller financer juste un labo sur un projet, ça peut être un peu plus complexe. Pour des retombées économiques qui ne sont pas sur la région en question, oui, c'est toujours Voilà. très complexe. Et il avait été accompagné dans le cadre de l'appel à projet croisement de filière, Estelle? Oui, Ou en c'est dehors? ça. D'accord. Non, appel à projet croisement de filière, et il y avait un partenaire, alors un partenaire d'une autre région, et donc en gros, nous, ce qu'on dit, c'est que c'est soit vous vous autofinancez, soit vous allez voir votre région pour voir s'il y a quelque chose à faire. Effectivement, la région avait accordé un financement à ce partenaire-là. Ce qui peut être intéressant de préciser, du coup, Estelle, par rapport à ça aussi, c'est de dire que même si du coup votre projet paraît un peu complexe pour être accompagné dans le cadre de l'appel à projet croisement de filière, il y a eu des cas où en fait la région a dit on va prendre un peu plus de temps pour le financer parce qu'en fait c'est trop complexe et puis c'est trop risqué sur cet appel à projet-là. Mais par contre, on veut quand même l'accompagner et donc on a pu avoir nous quelques projets, en tout cas à Valorial, mais je crois qu'il y en a, les autres pôles en ont eu aussi, où en fait il a été accompagné par la région en dehors de l'appel à projet, mais tout de même accompagné. Tout à fait. C'est juste que ça a pris plus de temps et puis parfois pas forcément, mais voilà. Donc c'est intéressant aussi de faire connaître votre projet quoi qu'il arrive dans ce canal-là, puisqu'en fait, s'il y correspond, nous on vous accompagnera à le déposer et on ne le lâchera pas jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de se faire, quoi. La région non plus après. Parce que pour nous, les appels à projets sont aussi des outils d'émergence pour les projets et les collaborations. Donc voilà, après nous, à nous de voir si les guichets sont les plus adaptés. Et d'ailleurs, là, il y a une question sur est-ce qu'il existe un moyen de connaître des projets émergents en recherche de partenaires? Alors, je ne sais pas, en tout cas, nous, au pôle maire, on n'a pas d'outils qui fassent une recherche de partenaires suivant les demandes que l'on a. Par contre, évidemment, si vous nous appelez, nous, on fait le lien très vite. Je pense que les autres pôles diront la même chose. Voilà, mais en tout cas, il n'y a pas d'outils, à ma connaissance, qui vous permettent en tout cas d'avoir cette info en direct, comme on peut l'avoir par exemple sur certains guichets européens où on a une recherche de partenaires qui est intégrée. Voilà, là, nous, il me semble, après, j'ai peut-être un pôle qui a mis ça en place, mais en tout cas, pas à ma connaissance. Je vois que ça ne lève pas la main, donc je pense que non. Mais appelez-nous, nous, on le sait. Voilà, c'est la matière grise d'épaule qui le fait pour vous. Et c'est notre... d'un côté, faites-vous connaître vos projets, et notamment si vous manquez des compétences, parce que du coup, on sera capable d'aller les chercher. Et dans l'autre sens, n'hésitez pas vraiment à rappeler vos compétences auprès de votre pôle auquel vous êtes adhérent, parce que du coup, ça permet aussi de... On est des hommes et des femmes, après tout, donc de rajeunir un peu de rafraîchir notre mémoire pour qu'on puisse vous faire participer à des projets pour lesquels votre compétence serait nécessaire, quoi. C'est ce que j'ai dit aussi aux personnes qui ne pouvaient pas présenter leurs compétences aujourd'hui parce qu'ils se sont inscrits trop tard. J'ai dit, n'hésitez pas à rappeler votre compétence auprès de votre pôle référent, parce que comme ça, on vous mettra plus facilement en relation avec des gens qui cherchent votre compétence. On se laisse encore un petit peu de temps. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas toujours. Je ne sais même pas quelle heure il est, je n'ai pas regardé. Je ne pense pas qu'on soit hors délai. Non, il est 11h. 10h59. Oh, on est plus que bien. Allez, on se laisse encore 2-3 minutes. N'hésitez pas à remplir le sondage en même temps. Merci à tous. Je reçois des merci. Pas de questions pour l'instant. C'est un suspense. Chaque année, on devient de plus en plus clair. Je pense que c'est pour ça. C'est vrai, il y a de moins en moins. Puis les outils commencent à être connus. On a fait mine de rien.
Voilà, a priori, ça ne vient pas. Donc, si ça vous va, je vous propose de clore. Tout en sachant qu'évidemment, vous avez, voilà, c'est des merci qui tombent. Là, du coup, j'ai mon œil qui part à, qui part à droite, mais non, normalement, c'est bon. Donc, de toute façon, si vous avez la moindre question complémentaire, vous n'hésitez pas à prendre contact directement avec, avec votre pôle de référence. Vous n'hésitez pas également à participer à la session de mardi prochain. Donc, si vous avez voilà, besoin de clarification, s'il y a voilà, quelque chose que vous avez mal compris, donc vous n'hésitez pas à, soit à reparticiper pour également voir les nouveaux pitchs projets compétences donc mardi prochain. Vous aurez évidemment la présentation qui vous sera envoyée par mail. Vous aurez accès au replay. Là, j'ai une question sur les replays. Vous aurez accès au replay sur les différents sites des pôles de compétitivité présents. Donc voilà, vous allez consulter leur page. En général, ils sont mis assez vite. Et puis voilà. Normalement, je regarde, c'est bon. Sur ce, merci à tous. Merci beaucoup au pôle. Merci à Estelle aussi qui nous a aidés à répondre aux questions. Et on vous souhaite une excellente journée et à très vite. N'hésitez pas à revenir vers nous. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Bonne journée, au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir.